Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là ce soir. Donc, l'Espace Jean Villard est ravi de vous accueillir pour cette conférence de l'Université populaire d'Arcueil sur le thème du logement, donc retour sur des décennies de crises successives. Pour nous présenter ce sujet, nous accueillons Pierre Madec, également avec plaisir, qui est donc économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, centre de recherche de Sciences Po Paris. Et il est également enseignant à l'école urbaine de Sciences Po. Et ses travaux de recherche portent notamment sur les questions liées au logement et aux inégalités. Juste une petite précision, comme on filme les conférences, donc à l'issue de l'intervention, il y aura un échange des questions. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous donne le micro, pour qu'on vous entende bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Peut-être présenter rapidement l'OFCE. Donc on est un centre de recherche en économie, ça a été dit, rattaché à Sciences Po. On fait principalement des exercices de conjoncture économique et de prévision. Parallèlement à ce travail, on travaille sur un certain nombre de sujets de recherche, les questions, enfin moi voilà, spécifiquement sur les questions de logement et d'inégalité, mais on a d'autres économistes à l'OFCE qui travaillent sur les questions d'emploi, les questions de finances publiques. Enfin, je vous invite, je fais de la pub, je vous invite à regarder les travaux de l'OFCE. Je suis là ce soir parce qu'on m'a demandé de parler des crises du logement. Alors, on parle pas mal de logement en ce moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, c'est rarement une bonne nouvelle quand on en parle, mais c'est une bonne nouvelle qu'on en parle. Pourquoi on parle de logement ces derniers mois, voire ces dernières années? C'est principalement parce que la crise du logement, j'y reviendrai dans une deuxième partie de mon propos, mais elle touche sur la période récente des publics qui avant étaient plutôt épargnés par la crise du logement. Pourquoi il y a une crise du logement là? C'est parce qu'il y a eu un durcissement des conditions de crédit. Il y a un certain nombre de ménages qui avant accédaient au crédit immobilier qui aujourd'hui n'y parviennent plus. Il y a une crise dans la construction neuve. Et c'est un peu pour ça qu'on se met à parler de crise du logement. Or, en réalité, mon propos ce soir, c'est plutôt de dire que, d'où le titre, cette crise qu'on pourrait appeler crise conjoncturelle, crise du marché du crédit, crise de la construction neuve, elle vient s'ajouter à un certain nombre de crises qui, elles, sont beaucoup plus structurelles, beaucoup plus ancrées et qu'on observe, qu'on subit en France, mais pas que, depuis bientôt 25 ou 30 ans. Donc la première partie de mon propos sera consacrée à cette crise, à ces crises structurelles. Je refais de la publicité, mais il y a quelques années, avec Jean-Claude Drian, qui est chercheur à l'école d'urbanisme de Paris, on avait produit un petit ouvrage qui s'appelait Les crises du logement, qui est paru en 2018 de mémoire. Donc déjà en 2018, on traitait de ces questions-là, on identifiait ce problème-là. Donc je parlerai dans une première partie de ces crises structurelles, et puis dans une deuxième partie un peu de la conjoncture, de ce qui se passe en ce moment. Et dans ce qui se passe en ce moment, il se passe notamment un certain nombre d'annonces de politique publique. On a une nouvelle ministre du Logement depuis peu qui a fait certaines annonces, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus en fin de présentation. Sur ces crises durables, ancrées, structurelles, la première crise à laquelle on pense, c'est la crise du logement cher. La crise du logement cher, on l'observe alors sur un certain nombre de territoires ou pour certains publics depuis un certain nombre d'années, mais en gros on arrive à identifier que depuis le début des années 2000, il y a un vrai problème en France, mais on verra pas que en France. Il y a un vrai problème de déconnexion entre l'évolution des prix immobiliers et l'évolution du revenu des ménages. Pendant très longtemps, on avait des prix immobiliers qui évoluaient, qui étaient tirés par le revenu des ménages. Quand le pouvoir d'achat augmentait, les ménages étaient solvabilisés et donc du coup les prix immobiliers étaient tirés à la hausse. Et puis dans des phases un peu de crise, quand le pouvoir d'achat des ménages au niveau macroéconomique avait tendance à se contracter, on voyait que les prix immobiliers baissaient. On avait, alors ça s'éloignait plus ou moins, mais on avait cette connexion entre prix immobilier et revenus. Ce qui est nouveau, et on y reviendra sur les causes de ça, mais ce qu'on observe depuis le début des années 2000, c'est
une déconnexion entre le revenu des ménages d'un côté, qu'on mesure au niveau macroéconomique, et les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, ils ont été en gros au cours des 25 dernières années multipliés par plus que 3 en France entière. Pendant ce temps-là, les prix à la consommation ou le pouvoir d'achat des ménages, donc le pouvoir d'achat des ménages, c'est l'évolution de leurs revenus contrôlée, corrigée de l'évolution des prix, lui n'a augmenté que de 50%. A été multiplié par 1,5. Donc ça, c'est le premier point, crise du logement cher. Cette crise du logement cher, elle touche évidemment pas tous les territoires de la même façon. Là, vous avez un petit graphique qui vous montre l'évolution des prix sur longue période. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la légende, malgré la taille gigantesque de cet écran. Je ne sais pas si la légende est bien visible, mais en gros, il y a une spécificité Paris-Lyon. Bon, avec des prix qui ont explosé, avec des prix qui ont même augmenté plus vite après la crise de 2008 que avant la crise de 2008. Donc on a des prix dans l'agglomération lyonnaise qu'on fait en gros x5 au cours des 25 dernières années. À Paris, on est à x4. À Marseille, on est à x3,5. Et puis dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, on est à x3. Évidemment, pour retranscrire toute l'hétérogénéité dans l'évolution des prix, il faudra regarder limite commune par commune, parce que l'évolution des prix, même en Ile-de-France, a été très différente. Mais ce qui illustre ce graphique, c'est que globalement, on a, avant la crise de 2008, des prix qui ont quasiment doublé ou plus que doublé sur l'ensemble du territoire. Donc une évolution à peu près comparable. Alors évolution comparable, ça veut dire que les écarts de prix en niveau se sont agrandis. C'est-à-dire que là où c'était à 2 000 € le mètre, c'est passé à 4 000. Là où c'était à 4 000, c'est passé à 8 000. Donc on est passé d'une différence de prix en niveau de l'ordre de 2 000 € le mètre à 4 000 € le mètre. Donc c'est pas parce que les évolutions ont été comparables que les écarts ne sont pas creusés. En réalité, les écarts de prix en niveau se sont très fortement creusés. Donc les inégalités territoriales ont beaucoup augmenté quand on regarde la variable prix immobilier au mètre carré. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que à partir de, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, mais elle est là. À partir de la crise de 2008, en fait, on a une disparité aussi dans l'évolution des prix en pourcentage. C'est-à-dire, là encore, vous avez du coup des inégalités territoriales qui se sont fortement creusées, parce qu'il y a des territoires pour lesquels, en fait, aujourd'hui, on est à des niveaux de prix qui sont proches de ceux qu'on observait en 2008, donc 15 ans auparavant. Et puis, par contre, il y a des territoires où les prix ont très fortement augmenté. Donc, une fois de plus, on a des inégalités territoriales. La crise du logement cher touche l'ensemble des territoires. Par contre, il y a des inégalités territoriales qui sont très fortes. Cette crise du logement cher, il y a une autre façon d'illustrer ce point-là. Je vous ai montré un petit graphique pour vous montrer la différence entre, c'est ce graphique-là, entre l'évolution du pouvoir d'achat des ménages et l'évolution des prix immobiliers. Une autre façon d'illustrer cette déconnexion, c'est de regarder, on a accès par les comptes de l'INSEE au patrimoine immobilier des ménages. Et donc il y a un petit calcul tout simple qui est de regarder, de rapporter le patrimoine immobilier des ménages à leurs revenus. Vous avez le revenu chaque année, vous avez le patrimoine immobilier chaque année, puis vous regardez le patrimoine immobilier des ménages, qu'est-ce qu'il représente en année de revenus. Historiquement, depuis qu'on mesure ça, enfin depuis en gros la fin des années 60, le début des années 70, le patrimoine immobilier des ménages, c'est 2,5 années de revenus, à peu près, de revenus disponibles bruts. Ce qui se passe depuis 2008, depuis les années 2000, j'essaie de retrouver ma souris, hop, c'est qu'on voit bien que la déconnexion que je montrais sur le premier graphique entre patrimoine immobilier et revenus, elle se traduit immédiatement par on n'est plus avec un patrimoine immobilier qui représente 2,5 années de revenus, pardon, hop. Donc on n'est plus ici, on n'est plus sur la tendance historique, on a une envolée. Et aujourd'hui, en fin de période, on est, enfin en tout cas avant la crise Covid, on était aux alentours de 5,5 années de revenus quand on rapportait le patrimoine immobilier aux revenus. Alors on pourrait dire, c'est une super nouvelle parce qu'on s'est tous enrichis, le patrimoine immobilier s'est valorisé et donc on est tous plus riches qu'on ne l'était dans les années 70, 80, 90. Bon, en réalité, c'est pas si simple que ça, parce que ceux qui se sont enrichis, c'est les propriétaires immobiliers. Bien évidemment, les locataires, ceux qui n'ont pas de patrimoine immobilier, eux, ils n'ont pas bénéficié de cette envolée des prix immobiliers et ils ont pu voir, on le verra par la suite, mais ils ont pu voir leur accès au logement entravé du fait de ce renchérissement très important des prix immobiliers.
La deuxième conséquence de ça, c'est que les inégalités patrimoniales se sont elles aussi envolées. C'est-à-dire que si vous étiez détenteur de patrimoine immobilier acheté avant le début des années 2000, vous avez bénéficié de l'envolée des prix. Et puis, si vous n'avez pas eu la chance d'accéder à la propriété encore, vous n'avez pas bénéficié de cette envolée des prix. Et donc, on a des inégalités de patrimoine qui sont très fortes. Et l'immobilier est la principale cause. Vous avez sûrement lu ou vu ou entendu parler des travaux de Thomas Piketty sur les inégalités. Ces travaux-là montrent bien que le logement, l'immobilier a un rôle crucial, notamment depuis 10 ou 15 ans, dans l'augmentation très importante des inégalités de patrimoine. Donc je l'ai dit, on a des prix qui se sont envolés. On pourrait penser que dans ce contexte, on aura par exemple un volume de transactions immobilières qui baisse. C'est-à-dire vous avez des ménages qui sont désolvabilisés, des prix immobiliers qui augmentent plus vite que leurs revenus, et donc vous avez un marché immobilier qui ralentit, et puis en fait de moins en moins de gens deviennent propriétaires, et vous avez un nombre de transactions immobilières qui a tendance à se contracter. En réalité, c'est pas du tout ce qu'on a observé au cours des dernières années. Avant la crise sanitaire, avant la crise Covid, on battait des records en termes de transactions immobilières dans l'ancien. On se félicitait. Donc là, vous avez ici un petit graphique qui vous montre les barres, c'est le nombre de transactions dans l'immobilier ancien. Donc on était au-dessus du million de transactions. Historiquement, on était plutôt à un rythme aux alentours de 800 000. Et là, on dépassait très largement le million. Et puis, évidemment, on avait un volume de transactions. Compte tenu du nombre de transactions élevées et des prix élevés, on avait un volume de transactions, qui est la courbe ici, qui était lui aussi en hausse. Mais ça questionne, c'est-à-dire se dire comment ça se fait qu'on a d'un côté des prix qui augmentent plus vite que les revenus, et de l'autre côté, on n'a jamais échangé autant de logements sur le marché. On verra après que potentiellement, ça s'explique par le fait que ceux qui font ces transactions immobilières, ce surplus de transactions, c'est pas des primo-accédants, c'est pas des ménages modestes, et c'est potentiellement des ménages qui sont déjà propriétaires et qui, dans un contexte très particulier, s'échangeaient des logements entre eux. On verra ça après. Est-ce que c'est une spécificité française, cette déconnexion entre prix immobilier et revenus? Non. Quand on compare, donc là vous avez un petit graphique qui vous montre chaque point est un pays de l'OCDE. En abscisse, donc l'axe horizontal, c'est les prix immobiliers rapportés au prix à la consommation. Donc plus vous êtes à droite, plus vos prix immobiliers ont augmenté plus vite que vos prix à la consommation. Et plus vous êtes en haut, l'axe en vertical rapporte l'évolution des prix immobiliers à l'évolution des revenus. Donc plus vous êtes à droite, plus les prix immobiliers ont augmenté plus vite que les prix de conso. Plus vous êtes en haut, plus les prix immobiliers ont augmenté plus vite que le revenu des ménages du pays en question. Donc oui, la France est plutôt en haut et plutôt à droite. Donc oui, on a eu une déconnexion entre prix immobiliers, revenus et prix de conso qui a été plutôt plus importante que dans un certain nombre de pays de l'OCDE. Mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE, on a cette déconnexion. On a des prix immobiliers qui ont augmenté plus vite que à la fois les revenus et les prix à la consommation. Et quand on se compare, on a en réalité, alors j'ai mis un point plus gros sur la France parce que ça nous intéresse peut-être plus, mais on a une situation qui est comparable à celle qu'on observe par exemple au Royaume-Uni en termes de déconnexion entre revenus et prix. On verra qu'on explique ça assez facilement, le fait que tous les pays ont vu les prix immobiliers déconnectés de leurs revenus. C'est lié au fait que les prix immobiliers ont plus, je spoil la suite, mais restez quand même, c'est que les prix immobiliers n'ont pas été soutenus par le revenu des ménages, mais ont été plutôt soutenus par l'assouplissement des conditions de crédit, et que cet assouplissement des conditions de crédit, il a concerné l'ensemble des pays à la fois européens ou de la zone euro, mais aussi l'ensemble des pays du monde. Mais il faut garder en tête qu'il y a une spécificité française, mais qu'elle n'est pas si importante que ça. Cette déconnexion, donc ce renchérissement des prix immobiliers, je l'ai dit, il a une conséquence sur le patrimoine des ménages. Quand on regarde quand on ramène le patrimoine immobilier des ménages en année de revenus, mais il a aussi une conséquence en termes de valorisation du patrimoine immobilier des ménages. Là, je vous ai mis un petit graphique qui montre l'ensemble du patrimoine. Donc, quand vous sommez le rouge et le bleu, vous avez l'ensemble du patrimoine immobilier des ménages. Ce que fait l'INSEE, c'est qu'au sein de ce patrimoine immobilier, donc on voit bien la bosse, si j'arrive à retrouver
ma souris, hop, on voit bien la bosse ici. La bosse ici, c'est l'évolution très rapide des prix immobiliers. Alors, il y a un petit problème de légende. En rouge, en réalité, c'est ce qu'on appelle... L'INSEE fait une séparation dans le patrimoine immobilier des ménages entre ce qu'on appelle le bâti, c'est-à-dire les bâtiments. Ils sont construits, ils sont de meilleure qualité, il y a accès à plus d'aménités, etc., etc. Donc c'est un effet purement qualité. Et puis on a construit, il y a globalement plus de logements aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 80. Donc globalement, on a un stock de logements qui est plus important. Et donc on a une valorisation du rouge qui est plus important du fait que ces logements sont de meilleure qualité, ils sont plus nombreux. Ça, c'est le rouge. Et en bleu, vous avez l'évolution du prix des terrains qui supportent les bâtiments. C'est-à-dire que l'INSEE fait cette distinction entre ce qui est lié au foncier, mais au foncier bâti ou non bâti. Là, c'est du foncier bâti parce qu'il supporte des bâtiments, et ce qui est lié à la qualité ou au nombre de bâtiments. Et ce qu'on voit bien sur le graphique, c'est que ce qu'on a appelé bulle immobilière, en réalité, c'est une bulle foncière. C'est une bulle de la localisation. Ce qui s'est valorisé, c'est la localisation des logements. Certes, on a un petit effet qualité. On a des logements qui, en effet, sont plus nombreux et sont plutôt de meilleure qualité que dans les années 80. Mais ce qui a très fortement augmenté, ce qui explique l'évolution des prix immobiliers, enfin, en tout cas, l'évolution des prix immobiliers se répercute principalement dans les prix du foncier. Si on fait un petit calcul tout bête qui est de dire, là, ici, en fait, dans les années 70, 80, 90, le foncier, il représentait à peu près 20% du patrimoine immobilier total des ménages. En fin de période, on est à 45 ou 50%. Donc il y a un petit calcul assez simple à faire, une petite règle de 3, qui est de dire qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette envolée des prix du foncier. Si le foncier représentait toujours 20% et pas 50% du patrimoine immobilier des ménages. Quand on fait ce calcul, on arrive aux chiffres, on arrive à chiffrer en fait la survalorisation foncière. On ne va pas appeler ça une bulle parce que on arrive un peu à expliquer cette bulle. Donc, de fait, ce n'est pas forcément une bulle. Mais cette survalorisation foncière, on arrive à la chiffrer pour 2022 à 3 200 milliards d'euros. C'est une somme. 3 200 milliards d'euros, c'est plus que le PIB. Ces 3 200 milliards d'euros, ils sont aujourd'hui dans les comptes de patrimoine des ménages. Et ils sont aujourd'hui dans le patrimoine immobilier des ménages qui détiennent du patrimoine immobilier, donc c'est-à-dire à peu près 60 ou 65% de la population française. Donc je vous laisserai faire le calcul. Vous devez avoir un petit téléphone sur vous. Vous faites 3 200 milliards divisé par, en gros, 60% des ménages. Il y a 30 millions de ménages en France. Et puis vous obtenez par ménage ce que représente ces survalorisations foncières dans le patrimoine immobilier par ménage. C'est une somme relativement conséquente. On verra, peut-être, on aura l'occasion d'en discuter en fin de présentation, sur voilà, à quoi c'est dû. Il y a de la littérature qui appelle ça l'enrichissement sans cause, parce que potentiellement cette survalorisation foncière, elle est liée à de l'investissement public, elle est liée au fait que, j'en sais rien, il y a une gare du Grand Paris Express qui va s'arrêter pas loin et que du coup votre terrain ou votre maison va avoir son prix très fortement augmenté, etc., etc. Et donc il y a une vraie question de politique publique qui est de dire, en fait, si tous les ménages avaient bénéficié de cette valorisation accélérée de leur patrimoine, ça poserait pas forcément de problème. Ce qu'on voit, c'est que ce patrimoine immobilier, il est concentré dans, si ce n'est les poches, les mains d'un certain nombre de ménages, et que donc en termes de politique publique, à la fois en termes d'inégalité patrimoniale, mais aussi en termes de politique du logement, pour dégager de nouveaux moyens à la politique du logement, on peut se poser la question de savoir comment on fait pour mobiliser ces un peu plus de 3 000 milliards d'euros. Donc ça, c'est la conséquence du logement cher sur le patrimoine des ménages, et notamment sur leur patrimoine immobilier. La conséquence du logement cher, enfin, l'une des conséquences du logement cher, c'est de fait d'augmenter ce qu'on appelle le taux d'effort des ménages. Le taux d'effort des ménages, c'est ce qu'on consomme rapporté en logement, ce qu'on consomme en logement rapporté à son revenu. Donc ça peut être des remboursements d'emprunts, ça peut être des loyers, vous prenez ça, vous le rapportez à votre revenu, et puis vous avez une idée de votre taux d'effort. Ce qu'on voit, c'est que sur longue période, alors c'est des chiffres un peu anciens, parce que la dernière enquête nationale logement de l'INSEE qui permet d'analyser assez finement ces résultats-là date de 2013.
Bon. Les prix immobiliers n'ayant pas baissé depuis 2013, on peut penser que les prochains résultats qui devraient être publiés dans les mois qui viennent vont être encore pires que ce que je vous montre là, mais il faut garder en tête que c'est des résultats qui sont relativement anciens. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on regarde le taux d'effort des ménages, on déduit les APL, on aura l'occasion de parler des APL tout à l'heure, mais pour les locataires, on déduit les APL du loyer, enfin pour ceux qui le touchent en tout cas. Et puis on regarde l'évolution des taux d'effort, on voit que les taux d'effort augmentent, quel que soit le statut d'occupation, c'est-à-dire que pour les locataires du parc privé, c'est-à-dire le parc locatif standard, on avait un taux d'effort au début des années 2000 qui était légèrement inférieur à 25%, il a pris quasiment 5 points. En 2013, on peut penser que sur la période récente, là encore, ce taux d'effort a augmenté. Les locataires du parc social ont aussi vu leur taux d'effort net moyen augmenter par un double effet qui est que d'un côté, ils se sont plutôt paupérisés, c'est-à-dire ils sont globalement plus pauvres qu'au début des années 2000, donc forcément, ils ont moins de revenus, donc ça fait une augmentation du taux d'effort. Et puis on a aussi des loyers dans le parc social qui ont augmenté. Les accédants ont vu aussi leur taux d'effort augmenter sous l'effet de la dynamique des prix immobiliers. Et les propriétaires non-accédants qui ont évidemment un taux d'effort beaucoup plus faible. Ce qu'on voit comme taux d'effort chez les propriétaires non-accédants, c'est ce qu'on appelle les charges. Donc vous allez avoir les dépenses énergétiques, etc. etc. Oui. Alors le taux d'effort, c'est vous prenez votre dépense en logement. En gros, vous êtes locataire du parc privé, c'est votre loyer plus les charges que vous payez. L'électricité, le chauffage. Vous prenez ça et vous regardez combien ça pèse dans votre revenu. Donc vous gagnez 1 000 €, vous dépensez 300 € pour vous loger, ça vous fait un taux d'effort à peu près 30%. Donc des taux d'effort en hausse pour l'ensemble des statuts d'occupation, des taux d'effort en hausse pour l'ensemble de la distribution des niveaux de vie. Là, vous avez la population qui est classée à gauche, vous avez les 25% les plus pauvres, et à droite, vous avez les 25% les plus riches. Tout statut d'occupation mélangé. Ce qu'on voit, c'est globalement des taux d'effort qui augmentent un peu partout. Mais là où ils augmentent le plus, c'est pour les ménages les plus pauvres. Bon, ça c'est tout simple comme effet, c'est tout simplement parce que, pour le coup, le revenu des ménages les plus pauvres a augmenté bien moins vite que leurs dépenses en logement. Et donc vous avez un emballement du taux d'effort. Les pauvres aujourd'hui dépensent beaucoup plus pour se loger qu'au début des années 2000. Et ça, c'est la crise du logement cher. Et ça, c'est une crise qui est, une fois de plus structurelle que conjoncturelle. Alors, en réponse à cette crise du logement cher, souvent est apportée une solution qui serait de dire on n'a pas construit assez de logements. Il y a un discours politique autour de ça, alors qui se fait de plus en plus rare, mais avec cette idée qui est de dire en fait, si on construit plus de logements, ça va augmenter l'offre de logements et donc du coup, ça va faire baisser les prix. Avec cette idée que la loi de l'offre et la demande fonctionne sur le marché du logement et que donc, ce qu'il faut, c'est un choc d'offres. Choc d'offres de logement, c'était d'ailleurs le programme, une grande partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron en 2017, c'était le choc d'offres. Quand il est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'on appelle la loi Elan. L'objectif de la loi Elan, qui était porté par Julien de Normandie, c'était construire plus, mieux et moins cher. Avec cette idée toujours du choc d'offres. Alors, si on regarde un peu, on pourra revenir sur le choc d'offres après, mais si on regarde si c'est vraiment un problème de construction de logements, il y a plusieurs façons d'appréhender le problème. On pourrait se dire, en réalité, on n'a pas construit les logements aux bons endroits. Bon, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que si on fait exception de l'Île-de-France et notamment de Paris, qui sont quand même des territoires extrêmement spécifiques, cette carte montre l'évolution du nombre de logements par commune. On a plutôt construit des logements là où le logement est cher. Dans la métropole lyonnaise, sur l'arc atlantique, aux alentours de Toulouse, qui est un territoire très dynamique. Donc on a construit des logements plutôt là où le logement est cher. Donc ça, c'est quand on regarde un peu la localisation de la construction. Et quand on regarde juste en termes quantitatifs, en fait, on est le pays de l'OCDE qui avons le plus construit de logements depuis 20 ans, en France. Là, vous avez un graphique qui vous montre en abscisse, donc l'axe horizontal, c'est plus vous êtes à droite, plus vous avez un nombre de logements rapporté à votre nombre d'habitants qui est élevé. Donc typiquement en France, on est aux alentours de 590 logements rapportés, 590 logements pour 1000 habitants.
Donc plus vous êtes à droite, plus vous avez un nombre de logements pour 1000 habitants élevé. Donc on a un stock de logements par habitant qui est très élevé, le plus élevé de l'OCDE quasiment avec l'Italie. Et en axe vertical, vous avez l'évolution de ce nombre de logements. Et pourquoi on est très haut? Parce qu'en réalité, au cours des 10 dernières années, 2011-2020, on a construit énormément de logements. Donc on a un nombre de logements qui est très important, et en plus on en a construit beaucoup au cours des 10 dernières années. Donc si on croit à la loi de l'offre et la demande, peut-être qu'on aurait pu en construire encore plus, mais en tout cas, nos prix auraient dû augmenter moins vite qu'ailleurs, parce qu'on est le pays de l'OCDE qui avons le plus construit de logements. Ça, c'est au niveau national agrégé. Au niveau communal, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté de la littérature économique assez nombreuse qui montre que ce qu'on appelle l'élasticité prix, c'est-à-dire de combien baissent vos prix immobiliers quand vous construisez 1% de logements supplémentaires. En France, les résultats sont pas bons. C'est-à-dire on a une élasticité qui est faible par rapport à d'autres pays comme l'Espagne. La littérature économique tend à montrer que si on produit 1% de logements supplémentaires, produire 1% de logements supplémentaires, toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire doubler la production neuve. En gros, chaque année, on produit 1% de logements par rapport à notre stock. On produit à peu près 400 000, 450 000 logements. On a un stock de l'ordre de 40 millions. Donc voilà, on produit à peu près 1% de logements. Donc ça veut dire que si on double la production neuve, toutes choses égales par ailleurs, le nombre de ménages n'augmente pas plus vite, etc., etc., on arrive à faire baisser les prix de 1,5%. Bon, les prix ont été multipliés par 3 depuis 25 ans. Donc on voit bien que ça ne matche pas. Pire que ça, il y a une étude assez récente de l'Institut Idéal qui s'intéressait pas forcément à cette question-là, qui s'intéressait à essayer de qualifier les territoires de la non-production de logements, en gros identifier les territoires en France où on ne construisait pas suffisamment. Donc cette étude que je vous invite à lire, elle est en accès libre sur le site d'Idéal, elle fait un classement des communes, en gros, et elle va regarder ce qui se passe dans les zones urbaines attractives où on construit, on va les comparer aux zones urbaines attractives où on construit pas, aux zones pas urbaines où on construit, bon bref. Et donc elle classe comme ça les communes par famille. Bon. Ce qu'elle montre, je ne vais pas vous résumer toute l'étude, mais ce que montre cette étude, c'est que c'est dans les communes où on a le plus construit de logements que les prix ont le plus augmenté. Bon. Évidemment, il ne faut pas interpréter ça comme le choc d'offre, ça ne sert à rien et il faut arrêter de construire du logement. Parce que potentiellement, si on n'avait pas construit de logement dans ces communes, peut-être que les prix auraient encore plus augmenté. Peut-être aussi que le fait de construire du logement dans une commune, ça participe à son attractivité. Vous avez du logement neuf, vous avez des aménités, vous faites venir des services publics, vous faites venir des infrastructures de transport, etc., etc. Et donc peut-être que quand vous développez un quartier, vous rendez le quartier d'à côté un peu plus attractif et globalement vous avez un effet sur les prix. Donc évidemment vous participez à la qualité de vie aussi des habitants sur place. Enfin voilà, il ne faut pas conclure que le choc d'offre ne sert à rien. Par contre, ce que ça dit, c'est que le choc d'offre n'est pas suffisant pour faire baisser les prix immobiliers. Si votre objectif, c'est de faire baisser les prix immobiliers, il faut aller au-delà du simple discours politique qui serait de dire on va faire le choc d'offre, on va construire 500 000 logements par an et vous allez voir, tout va aller pour le mieux du monde. En tout cas, si on en croit la littérature économique et si on en croit ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est pas exactement comme ça qu'il faut réfléchir. Si on s'intéresse au choc d'offre, et qu'on s'intéresse au nombre de logements, il faut avoir en tête que le principal pourvoyeur de logements sur le marché chaque année, ce n'est pas le logement neuf. Ce n'est pas les 400 000 logements qu'on construit. Le principal pourvoyeur de logements sur le marché, c'est ce qu'on appelle la mobilité résidentielle. La mobilité résidentielle, c'est vous êtes locataire, vous changez de logement parce que vous avez un enfant ou que vous avez une mobilité professionnelle, vous libérez votre logement, ce logement va être occupé par quelqu'un d'autre. Le million de transactions que je mentionnais tout à l'heure dans l'ancien, c'est de la mobilité résidentielle. C'est des ménages qui vendent leur maison, potentiellement ou leur appartement qu'ils occupent, à un autre ménage, et ça libère du logement. Ça favorise la fluidité sur le marché du logement. Ce qu'on voit au cours des 20 dernières années, là encore, c'est qu'on a une baisse très importante de la mobilité résidentielle. Donc, non seulement on ne produit pas beaucoup plus de logements qu'avant, sur la période récente, on en construit même plutôt moins, mais en plus, il y a de moins en moins de logements qui, chaque année, se retrouvent sur le marché. Soit sur le marché de la location, soit sur le marché du logement social, soit sur le marché de l'accession à la propriété. On pourrait dire,
en réalité, cette crise de la mobilité résidentielle, ou en tout cas cette baisse de la mobilité résidentielle, elle est normale parce qu'on a une population qui vieillit, on a de plus en plus de propriétaires, on sait que les ménages les plus âgés bougent plutôt moins que les autres, on sait que les propriétaires bougent plutôt moins que les autres. En réalité, quand on regarde par âge, on voit que la mobilité résidentielle, elle baisse quel que soit l'âge. Les plus jeunes sont certes beaucoup plus mobiles que les autres, mais ils bougent plutôt moins qu'avant. Et puis, les ménages âgés de 30 à 49 ans bougent aussi plutôt moins qu'avant. Et si on regarde par statut d'occupation, là encore, quel que soit le statut d'occupation, on a une mobilité résidentielle qui baisse. Donc ça veut dire que quel que soit le statut d'occupation, il y a globalement de moins en moins de logements sur le marché. Pour bien comprendre le fonctionnement et l'impact que peut avoir cette mobilité résidentielle sur les fonctionnements du marché du logement, l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du parc social. Dans le parc social, on construit, on produit, on finance 80 000, 100 000 logements par an, à peu près, sur un parc qui représente 5 millions de logements. Bon. Là, vous avez une baisse de l'ordre de 10 points, à peu près. Vous voyez, on passe à peu près de 35 à 25, enfin 34 à 24. Baisse de 10 points de la mobilité résidentielle entre 2000 et 2013. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est des gens qui, avant, bougeaient, qui aujourd'hui ne libèrent plus leur logement. Pourquoi ils ne libèrent plus leur logement social? Alors, certains vont vous dire parce qu'ils sont bien, ils profitent du système, tout ça. Bon. D'autres vont vous dire en fait ils libèrent plus leur logement juste parce que les prix immobiliers sont devenus absolument démentiels, qu'ils n'ont plus les moyens du coup d'accéder à la propriété, qui était leur porte de sortie du logement social pendant très longtemps, et ça fonctionnait. Et d'ailleurs on le voit, c'est-à-dire que quand on rentre dans le détail de ces chiffres, ce qui explique cette baisse de la mobilité résidentielle dans le parc social, c'est une baisse de la sortie du parc social vers l'accession à la propriété. Et donc comme ces ménages ne sortent plus, ils restent dans leurs logements sociaux. Vous avez beau continuer à financer entre 80 000 et 100 000 logements sociaux par an, quand vous avez 10 points de baisse de la mobilité résidentielle, forcément, la file d'attente dans le parc social, il y a un engorgement, parce que juste les gens arrêtent de sortir. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites sortir les gens en leur proposant des dispositifs d'accession à la propriété, en les mettant dehors, comme le proposait l'ancien ministre du Logement, en espérant qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds ailleurs. Donc soit vous les faites sortir, soit vous financez plus de logements sociaux. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un engorgement de la file d'attente du parc social dans un contexte où votre mobilité résidentielle, ce qu'on appelle le taux de rotation dans le parc social, s'effondre. C'est pareil chez les locataires du secteur libre. On parlera de la crise de la construction tout à l'heure, mais la crise de la construction, quand vous construisez 200 000 logements de moins que l'année précédente, ça veut dire qu'il y a 200 000 ménages qui n'accèdent pas à la propriété dans le neuf. Ces 200 000 ménages, ils sont quelque part. S'ils sont locataires du parc privé, c'est-à-dire qu'ils restent locataires du parc privé, ils restent dans leur appartement. Et donc ça veut dire que leur appartement ne se libère pas. Et donc ça veut dire que si vous êtes un jeune ou un jeune actif qui arrive sur le marché et qui cherche un logement, vous avez globalement moins de logements à disposition sur le marché locatif. On verra que ce qui se passe sur le marché locatif n'est pas uniquement le fait de la crise de la construction neuve, mais ça participe. Il y a un blocage globalement de ce qu'on appelle le parcours résidentiel des ménages. Or, c'est cette mobilité résidentielle et c'est la fluidité de ce parcours qui impacte le plus les bons fonctionnements des marchés locaux du logement. Je vous le disais, l'une des conséquences, c'est que du coup, on a globalement un secteur du logement social qui est en crise aujourd'hui. Alors là encore, on a tendance à regarder les derniers chiffres et à s'alarmer du fait qu'aujourd'hui, vous avez 2,7 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. 2,7. Mon graphique s'arrête en 2000 avant la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, on est à 2,7 et on bat des records. Et du coup, comme on discute un peu de logement, on dit, voilà, il se passe quelque chose dans le parc social. Mais en réalité, il se passe quelque chose dans le parc social depuis très longtemps. Depuis 1984, vous voyez, la demande, elle a fait x3, la demande de logement social. Sur la période plus récente, elle a doublé entre le début des années 2000 et 2020. C'est-à-dire qu'en 20 ans, vous avez une demande dans le parc social qui double. Et ça, c'est pas lié à la crise dans la construction neuve qu'on observe en 2023 ou 2024. Donc il y a un engorgement dans le parc social
qui s'explique en partie par le ralentissement de la mobilité résidentielle, qui s'explique aussi par le renchérissement très important des prix immobiliers et des loyers. Mais donc là, enfin voilà, il faut faire quelque chose. Il y a plusieurs solutions. Alors certains disent, bon, on va casser le thermomètre. Il y a trop de ménages éligibles au parc social. Si on veut faire baisser la demande, il suffit de rendre moins de ménages éligibles. Et puis comme ça, vous faites baisser non pas la température, mais en tout cas, vous cassez le thermomètre. Sinon, vous dites, on a un modèle du logement social en France qui est un modèle généraliste. Pour rappel, le logement social, il est financé en grande partie sur de l'épargne populaire. C'est le livret A, c'est tout ça. Bon. L'idée, quand on a développé, après la Deuxième Guerre mondiale, le modèle français du logement social, qu'un certain nombre de voisins nous envient d'ailleurs, c'est bien de le rappeler, c'est de dire, vu qu'on a un logement social qui est financé sur de l'épargne populaire, ce serait quand même bizarre de dire aux gens, c'est votre livret A qui sert à financer la production de logements sociaux, par contre vous n'êtes pas éligible aux logements sociaux. Bon. Donc du coup, on a fait le choix d'avoir un modèle qui est un modèle généraliste, où on a à peu près 70%, même si ce chiffre est absurde, mais on a à peu près 70% de la population qui est éligible du fait de son revenu, qui est éligible au parc social. Alors, il y a 70% de la population n'a pas vocation à atterrir dans le parc social, parce que la grande majorité de ces ménages sont soit satisfaits de leurs conditions de logement, soit propriétaires de leur logement. Bon, il n'y a pas de raison qu'ils fassent une demande de logement social, mais il y a cette idée de tout le monde finance, avec l'épargne populaire et notamment le livret A, et donc une grande partie des ménages doit être éligible. On peut renoncer à ce modèle, mais si on renonce à ce modèle, ça veut dire renoncer aussi potentiellement au financement de ce modèle qui nous apporte une stabilité qui est quand même assez importante, mais on aura peut-être l'occasion de discuter du financement et du fonctionnement du parc social. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai, il y a de vrais signaux d'alerte structurel, là encore, sur longue période, de ce qui se passe sur la demande de logements sociaux. Je vous invite à lire, une fois de plus, je fais de la pub, c'est pour la caméra, une étude qu'on a rendue pour le défenseur des droits à l'OFCE, où on a travaillé sur les difficultés d'accès aux logements sociaux des ménages les plus pauvres. Et ce qu'on montre, c'est que cet embouteillage, cette concurrence très forte sur le marché du logement social, les principaux perdants de cette situation, c'est les ménages les plus modestes. Par deux effets. Le premier effet, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de logements qui leur sont proposés, qui leur sont destinés, en tout cas chaque année. Globalement, il n'y a pas assez de logements très sociaux en France, à la fois en stock, mais aussi en flux, parce que ceux qui bougent le moins, c'est ceux qui sont les plus pauvres dans le parc social, parce que c'est eux qui ont le moins de possibilités de sortir du parc social. Donc du coup, il y a de moins en moins de logements très sociaux qui sont proposés à la location chaque année, et donc les ménages les plus modestes ont de grandes difficultés à accéder à ces logements-là. Et en plus, quand il y a un logement social qui se libère, ce qu'on montre, c'est que globalement, on pourrait faire mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont mis en concurrence, ces ménages très pauvres, avec des ménages qui sont non pas pauvres, mais qui sont un peu moins pauvres qu'eux. Et les bailleurs, à l'image de ce qui se passe dans le parc locatif privé, ils vont préférer quelqu'un qui est en CDI plutôt que quelqu'un qui est en CDD. Ils vont préférer quelqu'un qui gagne un peu plus que quelqu'un qui gagne un peu moins. Et quand vous avez le choix entre 5, 6, 10, 100, 200 candidats pour un logement, à la fin, celui qui paye les pots cassés, c'est potentiellement, sûrement, le ménage le plus modeste. Et on regarde ça, je vous invite à lire l'étude, mais on regarde ça évidemment, toutes choses égales par ailleurs, en contrôlant les territoires, la situation familiale, etc. etc. Mais donc cette augmentation de la demande très forte, dynamisme très fort de la demande de logements sociaux, il a une conséquence immédiate sur les ménages les plus modestes. Bon, bien évidemment, cette demande de logement social, elle est concentrée dans les zones les plus chères. C'est le bassin méditerranéen, c'est l'arc atlantique, c'est là encore l'Île-de-France. Alors, c'est rigolo parce que si vous vous rappelez, ça n'a rien de rigolo, mais si vous vous rappelez la carte que je vous montrais sur la production de logements, en bleu, c'est à peu près la même carte. C'est-à-dire que la demande de logements sociaux, elle se concentre dans les endroits où on a construit beaucoup de logements. Bon. Alors peut-être que ça veut dire qu'on n'a pas construit exactement des logements sociaux dans ces endroits-là. Peut-être que ça veut dire aussi que ça a participé, ce qui serait cohérent avec l'étude que je mentionnais tout à l'heure de l'Institut Idéal, on a participé en construisant du logement à rendre le territoire attractif et donc à renchérir les prix et donc du coup à avoir une conséquence sur la demande de logements sociaux. Mais le fait est qu'on a une demande de logement social qui est extrêmement concentrée. Donc le choc d'offres, il peut venir, je l'ai dit, du neuf, il peut venir de la mobilité résidentielle, et puis il peut venir d'autres choses, il peut venir des logements qui existent déjà. Bon.
Dans le sens où ce qu'on observe, là encore sur longue période, on n'est pas du tout dans le conjoncturel, là. Ce qu'on observe, c'est une augmentation très importante de ce qu'on appelle les résidences, les logements hors résidence principale. C'est-à-dire que globalement, on a construit beaucoup de logements. On est le pays de l'OCDE qui avons le plus construit de logements, etc., etc. Mais on est aussi l'un des pays de l'OCDE où la part des logements hors résidence principale, c'est-à-dire les logements qui ne sont pas occupés à l'année, a le plus augmenté. Vous avez là un petit graphique qui vous montre, donc au début des années 2000, en 2004, pardon, hop, je n'arrête pas de perdre ma souris, je ne sais pas où elle est, hop, elle est là. En 2004, vous aviez à peu près 84% de résidence principale, c'est la courbe bleue. En fin de période, enfin en 2021, on était à un peu moins de 82%. Donc vous avez une baisse de là. Évidemment, le stock a beaucoup augmenté. On est passé de 26 millions de résidences principales à plus de 30 millions. Donc on a construit 4,4 millions de résidences principales au cours des 20 dernières années, certes, mais la part dans le stock total de logements, la part des résidences principales, elle a baissé. Et la part des... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les logements vacants, les résidences secondaires ont augmenté plus vite que les résidences principales. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a construit des résidences secondaires ou construit des logements vacants, mais ça veut dire qu'au niveau macroéconomique, on a beaucoup plus, on a un peu 1 million de logements vacants de plus qu'au début des années 2000, et on a en gros 650 000 résidences secondaires de plus. Donc, si vous faites un calcul tout bête, je vous rappelle, la construction neuve, c'est 400 000 logements par an. Si juste vous dites, les 600 000 résidences secondaires qu'on a de plus depuis 20 ans, on les transforme en résidences principales, vous faites un choc d'offre qui est plus important que doubler la production de logements neufs que je mentionnais tout à l'heure. Évidemment, c'est extrêmement compliqué à faire, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. On a aujourd'hui 1,6 million de logements hors résidence principale, donc de logements qui ne sont pas occupés à l'année, de plus qu'au début des années 2000. Il y a un consensus là-dessus pour dire que cette augmentation est très importante. Cette augmentation est trop importante. Sur les solutions, par contre, on va dire poliment qu'il n'y a pas un consensus. Certains disent que la solution est à chercher dans la vacance des logements. En effet, quand vous êtes dans une situation où vous avez quelques millions de ménages mal logés, vous avez des prix immobiliers en hausse, vous n'arrivez pas forcément à construire aux endroits où vous avez envie de construire, il est assez facile de dire, ok, il y a des logements qui sont vides, il faut qu'on arrive à occuper ces logements qui sont vides. Bon. D'ailleurs, le précédent gouvernement, donc Emmanuel Macron avait lancé de grandes réflexions qui s'appelaient à l'époque le Conseil national de la refondation. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Conseil national de la refondation, mais il y avait un Conseil national de la refondation sur la question du logement, qui regroupait des acteurs, des chercheurs, des urbanistes, des architectes, des professionnels, bon bref. Et en introduction de ce Conseil national de la refondation, on avait eu une présentation, alors non pas du gouvernement, mais de l'administration, qui avait expliqué que peut-être qu'en réalité, pour des raisons environnementales, écologiques, peut-être que le choc d'offre, c'était pas une bonne idée. Et qui avait présenté ces chiffres en disant, en fait, là, on a un gisement de logements qui est mobilisable quasiment du jour au lendemain parce qu'ils sont vacants, et qui pourrait, du coup, faire un choc d'offre, j'allais dire, à moindre coût. Moindre coût financier et puis moindre coût écologique. Bon, le problème de la vacance, c'est que en réalité, les logements vacants, pour la plupart d'entre eux, ils sont vacants pour une bonne raison. Quand on regarde où sont localisés ces logements vacants, ils sont pour la plupart localisés. Donc là, vous avez taux de vacances par commune. Ils sont là où il y a les taux de vacances les plus élevés, c'est dans ce qu'avant on appelait la diagonale du vide et qui maintenant s'appelle la diagonale de sous-densité. Voilà. Donc gardons comme wording la diagonale de sous-densité, c'est plus sympa pour les gens qui y habitent, parce que le fait est que cette diagonale n'est pas vide, hein, il y a quand même des gens qui y habitent et qui travaillent, mais c'est là où il y a les taux de vacances les plus importants. Ce que ça dit, c'est qu'en réalité, la vacance, elle est pour beaucoup liée à un manque d'attractivité des territoires. Et que donc, on ne va pas expliquer à l'infirmière qui travaille en Île-de-France qu'elle va aller habiter au fin fond de je ne sais quelle commune où il y a un taux de vacances à 20%, parce que en fait, c'est là qu'il y a du logement disponible. Oui, il y a de logement, mais il n'y a pas d'emploi. Donc, il y a un moment, il faut réussir à faire matcher les deux. Donc, le taux de vacances ne dit pas tout, hein, parce qu'il y a évidemment de la vacance
qu'on peut réduire. La vacance spéculative, la vacance qu'on appelle la vacance frictionnelle, c'est-à-dire la vacance qui est liée au fait que quand vous déménagez, votre logement il est un peu vacant, il faut faire des travaux, ou alors quand vous héritez d'une maison ou d'un appartement pendant quelques mois ou quelques années, le temps de régler un certain nombre de dispositions, votre logement est vacant alors que potentiellement vous êtes en zone tendue et que votre logement pourrait être mis à disposition plus rapidement. Bon, ça évidemment qu'il faut la réduire. Mais cette vacance qui est liée à autre chose, qui est liée au manque d'attractivité des territoires, elle ne va pas se résoudre du jour au lendemain en claquant des doigts. Elle peut se résoudre avec des politiques d'aménagement du territoire ambitieuses, c'est-à-dire de dire, par exemple, on arrête la métropolisation, on arrête de concentrer les activités dans les grands pôles des métropoles et puis on essaye de redispatcher l'activité économique autrement et pourquoi pas réaller installer à la fois des entreprises, mais aussi des services publics ou des services de transport dans cette fameuse diagonale de sous-densité. Puis du coup, en faisant ces investissements, on va attirer des gens et puis ils vont remplir les logements qui aujourd'hui sont vides. Mais ça, on n'est plus dans de la politique du logement. On est dans la politique de l'emploi, dans la politique des transports, les politiques d'aménagement du territoire. Si on s'intéresse juste à la question du logement, aujourd'hui, c'est des territoires où il n'y a pas besoin de logement et les gens n'ont pas envie, ou en tout cas ne peuvent pas habiter parce que soit ils n'ont pas d'emploi, soit ils n'ont pas de service public, soit ils n'ont pas de transport. Donc la mobilisation de la vacance, même si elle est nécessaire d'un point de vue normatif, réglementaire, et qu'en effet, on peut sûrement faire mieux, il n'est pas certain que ce soit la panacée. Là, par contre, où il y a un gisement potentiellement important de logements, qui, eux, sont en bon état, parce qu'ils sont habités une partie de l'année, qui, eux, sont dans des territoires qui sont plutôt attractifs, et où le logement est plutôt cher, et où le logement, parfois, vient à manquer, c'est le gisement des résidences secondaires. Je l'ai dit, il a augmenté de l'ordre de 600 000 ou 650 000 au cours des 15 ou 20 dernières années. Et ces résidences secondaires, elles sont, pour certaines, alors certaines, elles sont dans la fameuse diagonale de sous-densité, mais pour certaines, elles sont concentrées dans des territoires qui sont extrêmement tendus. Un exemple comme ça, en Ile-de-France, il y a à peu près 400 000 doubles résidences. Double résidence, ça veut dire que les gens habitent la moitié de l'année en gros ailleurs qu'en Ile-de-France et la moitié de l'année dans leur logement en Ile-de-France. Ces doubles résidences, elles sont beaucoup liées aux étudiants, mais pas que. Il y a beaucoup de retraités qui vont avoir une résidence secondaire ailleurs et vont habiter un morceau de l'année en Ile-de-France et un autre morceau de l'année ailleurs. Dans ces résidences secondaires, il y a évidemment tout le débat qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les meublés de tourisme, les Airbnb. Les Airbnb, par définition, ils sont localisés dans des endroits en tension. Par définition, ils sont localisés dans des endroits attractifs. Et donc, vous avez un certain nombre de mairies aujourd'hui, de territoires comme le Pays Basque, la Bretagne, Saint-Malo, Marseille encore très récemment, parce que son maire a fait des déclarations sur la régulation des meublés de tourisme encore aujourd'hui, qui s'attaquent à cette question de la régulation des meublés de tourisme, non pas pour chasser les touristes de leur ville, mais juste pour dire, en fait, si j'ai une activité économique florissante, j'ai plein de touristes, mais qu'en fait les gens qui travaillent pour l'industrie touristique sont incapables de se loger sur place, ça pose quand même un problème. Alors certains disent que ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème que, en fait, à Saint-Malo intramuros, il n'y ait que des Airbnb et puis que tous les gens qui travaillent à Saint-Malo intramuros habitent ailleurs. Bon, on peut aussi dire qu'il y a un équilibre à trouver entre d'un côté le développement économique. Je n'ai pas l'impression que si certains d'entre vous étaient à Saint-Malo avant l'essor de Airbnb, on manquait pas de touristes à Saint-Malo. Donc il y en a plus aujourd'hui, certes. Ils ont des solutions de logement plus nombreuses, certes, mais il y a peut-être un équilibre à trouver entre l'augmentation très importante des résidences principales, des résidences secondaires et des meublés de tourisme, et puis juste le fait de loger dans de bonnes conditions, plutôt pas trop loin de son travail, les actifs sur place. C'est des débats qui traversent des territoires qui sont de plus en plus nombreux. L'exemple du Pays Basque est aussi, de ce point de vue-là, assez parlant. Et donc, il y a sûrement, là encore, de façon structurelle, pas du tout conjoncturelle, mais structurellement, il y a un vrai problème avec les logements hors résidence principale en France, et il faut qu'à un moment, les pouvoirs publics se saisissent aussi de ces questions-là, pas uniquement sous l'angle de la vacance, mais peut-être sous un angle plus large. Après, il y a des propositions qui sont mises en place dans les territoires. Il y a par exemple des territoires, il y a ce qu'on appelle la taxe sur les logements, la taxe sur les résidences secondaires. Donc vous continuez aujourd'hui à payer la taxe d'habitation si vous avez une résidence secondaire, et certaines communes appliquent une surtaxe comme solution pour lutter contre les résidences secondaires. Alors, le problème de ça, c'est que
En gros, les ménages riches vont avoir les moyens de payer la surtaxe, et puis les ménages pauvres qui ont hérité d'une résidence secondaire de leurs parents ou de je ne sais qui vont pas avoir moyen de payer la taxe, vont vendre, et potentiellement ils vont vendre à un ménage riche qui va se servir du logement comme résidence secondaire. Donc il n'est pas certain que ce soit la solution tout à fait adéquate. Et donc il faut réfléchir à comment on fait pour imposer un statut d'occupation au moment d'une transaction, par exemple, de dire si vous achetez cette maison ou cet appartement, faut vous engager à la transformer ou la maintenir en tant que résidence principale et pas la transformer en résidence secondaire. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles, et il y a un certain nombre de communes qui y réfléchissent. Parallèlement à ça, on a évidemment un besoin en logement. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la question du besoin, combien il faut construire, combien il faut justement mettre à disposition de nouveaux logements. Une partie de ce besoin en stock, il y a des besoins en flux qui sont générés par les mobilités, par les migrations, mais il y a des besoins en stock qui sont là aussi, et le gros des besoins en stock, c'est des besoins liés aux conditions de logement. Alors le mal logement, il a évolué au cours des dernières années. On a des logements, je l'ai dit, qui sont plutôt de meilleure qualité, mais il y a des il y a encore un mal logement, des composantes du mal logement qui sont surreprésentées, qui sont de précarité énergétique, les questions de bruit. On a cette évolution de taux d'effort que je vous montrais tout à l'heure avec des logements qui sont globalement de plus en plus chers. Et on a aussi, évidemment, cette crise du logement cher qui, là encore, je l'ai dit, touche principalement les ménages les plus pauvres. Là, vous avez un graphique qui vous montre, il vous montre plusieurs choses, mais donc il classe la population par tranche de 10%. Donc ce qui s'appelle le D1, en fait, c'est les 10% les plus pauvres. Puis le D10, c'est les 10% les plus riches. Et on va regarder les 10% les plus pauvres qui habitent dans le parc social, les 10% les plus pauvres qui habitent dans le parc locatif privé, c'est-à-dire le parc standard. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde juste la courbe bleue, globalement, plus vous êtes pauvre, plus vous consacrez une part importante de votre revenu pour vous loger. Ça, c'est la règle. Dans le parc social, on arrive un peu à inverser la tendance grâce aux APL. C'est-à-dire qu'on va verser plus d'aide personnelle au logement aux ménages les plus pauvres, et donc on va réussir, c'est la courbe orange, à inverser cette logique qui veut que plus vous êtes pauvre, plus vous dépensez une part importante de votre revenu pour vous loger. Dans le parc privé, parc locatif privé, on n'arrive pas à inverser cette logique, parce que on aura l'occasion de discuter politique du logement si vous voulez, et aide personnelle au logement, mais globalement on a un peu cassé le système des APL, et donc aujourd'hui, plus vous êtes pauvre, vous êtes locataire du parc privé, plus vous êtes pauvre, plus vous allez dépenser une part importante de votre revenu pour vous loger, et ça c'est de plus en plus vrai. Donc là encore, il y a à la fois un besoin en logement abordable, il y a peut-être aussi des solutions à trouver du côté d'une meilleure solvabilisation des ménages. On a parlé du coup de la crise structurelle. Je vois l'heure qui file, je m'étais engagé à m'arrêter au bout d'une heure, mais comme d'habitude je vais déborder, désolé, mais c'est bientôt fini. Donc on a parlé crise structurelle, on va quand même dire un mot de la crise conjoncturelle. Qu'est-ce que change la crise actuelle à ce que je viens de décrire? En réalité, je l'ai dit, tout ce que je vous ai décrit avant, pourquoi on n'en parlait pas? Pourquoi on en parlait peu? Pourquoi on n'en parlait pas assez? Pourquoi les politiques publiques ne se sont pas emparées comme il le fallait de la question du logement? Parce qu'en réalité, ces déséquilibres, ces crises structurelles du logement, elles touchaient des populations très spécifiques. Les jeunes, les mobiles, les locataires du parc social, ou en tout cas ceux qui attendent un logement social, etc., etc. Mais il y avait toute une partie de la population qui était protégée, entre guillemets, de ces crises du logement. Protégée par quoi? Protégée par des conditions de crédit extrêmement favorables. Il y a eu un assouplissement massif des conditions de crédit depuis le début des années 2000. Là, vous avez une illustration de cet assouplissement avec la question des taux d'intérêt. Vous aviez des taux d'intérêt au début des années 2000, en 2003, 2004, qui étaient aux alentours de 4%, 4,5%. En fin de période, avant la crise en Ukraine et la crise sanitaire, il y a des ménages qui empruntaient à moins de 1% sur 25 ans. Bon. C'est-à-dire qu'ils empruntaient à des taux qui étaient inférieurs à l'inflation. C'est-à-dire que vous aviez un taux réel qui était négatif. En gros, on vous donnait de l'argent pour emprunter. Ce qui est quand même quelque chose qu'on a considéré pendant quelques années comme étant normal.
mais qui en fait ne l'est pas. Et donc on a eu un assouplissement massif des conditions de crédit. Ça a soutenu la dynamique de prix immobiliers, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, les prix immobiliers historiquement ils sont soutenus par quoi? Ils sont soutenus par le rendement, c'est-à-dire en gros les loyers, et donc c'est-à-dire plus les loyers augmentent, plus vous avez un rendement de l'immobilier qui augmente, et donc plus les prix augmentent, et le revenu des ménages, le pouvoir d'achat. Depuis le début des années 2000, ce qui soutient les prix immobiliers, c'est ni le rendement, les loyers, ni le pouvoir d'achat des ménages, c'est l'assouplissement des conditions de crédit. Des taux qui baissent très fortement, des durées d'emprunt qui augmentent très fortement. Là, vous avez un graphique qui vous montre le nombre d'années. Donc, en gros, en moyenne, au début des années 90, on empruntait sur 14 ans. En fin de période, on emprunte quasiment sur 23 ans en moyenne quand on fait un crédit à l'habitat pour acheter sa résidence principale. Donc vous prêtez à des taux de plus en plus bas sur des durées de plus en plus longues, ça solvabilise massivement les ménages. Et donc du coup, on arrive avec globalement un pouvoir d'achat immobilier tel qu'on le mesure. Donc le pouvoir d'achat immobilier, c'est en gros combien de mètres carrés vous pouvez vous acheter avec votre revenu. En fait, on a un pouvoir d'achat immobilier en 2022, c'est le bout de la courbe, qui était au même niveau qu'au début des années 2000, malgré l'envolée des prix immobiliers. Parce que vous avez les prix immobiliers ici qui jouent extrêmement négativement sur le pouvoir d'achat immobilier, mais c'est plus que compensé par l'évolution du revenu, l'évolution des conditions, l'allongement des durées d'emprunt et la baisse des taux d'intérêt. Et donc, cette crise du logement cher, dont j'ai beaucoup parlé, elle était masquée par cet assouplissement très important des conditions de crédit. Je l'ai dit, sur la période, on a eu une augmentation très importante des transactions immobilières. On était globalement aux alentours de 800 000. On a eu une bulle à plus de 1 million de transactions. On était dans un contexte où le crédit était très peu cher et donc les propriétaires s'échangeaient comme ça les logements. Sur la période, là, vous avez une augmentation des transactions immobilières, mais il faut avoir en tête, j'ai pas mis le graphique, mais il faut avoir en tête que là, il y a une très grande stabilité depuis le début des années 2000, depuis en gros 2005-2006 plutôt, de la part des propriétaires dans la population. C'est-à-dire que cette augmentation des transactions immobilières, elle ne s'est pas traduite par une augmentation de la part des propriétaires dans la population. La part des propriétaires dans la population est très stable. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur des propriétaires, il y a eu une redistribution. Il y a de plus en plus, on n'a jamais eu autant de propriétaires chez les ménages les plus riches, et on n'a jamais eu aussi peu de propriétaires chez les ménages les plus pauvres. Et donc, ce nombre de transactions de logements anciens, c'est pas du tout traduit par une augmentation des propriétaires, c'est plus des échanges entre propriétaires. On a des conditions de crédit qui sont très favorables, on a des prix immobiliers qui sont très dynamiques, et donc les gens s'échangent des logements. On le voit notamment sur les volumes de crédit. Alors là encore, on en parlera au moment du durcissement, mais la question, c'est la question de la normalisation. C'est-à-dire que est-ce que quand on voit une contraction, quand on voit des taux qui augmentent et qui réatteignent des niveaux qu'on a connus historiquement, quand on voit des crédits, des volumes de crédits distribués qui reviennent à leur moyenne historique, est-ce qu'on est à une normalisation ou est-ce qu'on peut appeler ça une crise ? C'est tout le débat qu'on a pu avoir ces derniers mois. Donc je l'ai dit, remontée brutale des taux d'intérêt. Alors, remontée brutale, ça dépend comment on le voit. C'est-à-dire que remontée brutale par rapport à des taux qui étaient extrêmement bas, oui. Après, certains observateurs ont dit, mais ne vous inquiétez pas, au moment de la remontée des taux, on dit, ne vous inquiétez pas, on a déjà connu des taux à 3,5 ou à 4 ou à 4,5%. Bon, alors c'est vrai, par contre, on n'a jamais connu des taux à 4,5% avec des niveaux de prix immobiliers qu'on avait. Et la nouveauté, c'était un peu là. C'est-à-dire que tous ceux qui disaient, ne vous inquiétez pas, c'est une normalisation, il y a certes une normalisation, mais pendant ce temps-là, les prix immobiliers ne se sont pas ajustés. Et donc, on n'est pas revenu au niveau de prix des années 2000. Donc, quand on ne revient pas au niveau de prix des années 2000, mais qu'on revient au niveau de taux des années 2000, il y a un petit problème de solvabilisation des ménages. À un moment, ça coince. Ça coince, donc on l'a vu sur le marché du crédit, baisse du volume des crédits accordés, baisse des transactions immobilières, et puis pouvoir d'achat immobilier, du coup, qui finit par s'éroder parce qu'on a des prix en face qui ne s'ajustent pas. Là encore, il y avait des discours assez rassurants qui visaient par exemple à montrer que, alors certes, le volume de crédit avait baissé, certes, on distribuait globalement moins de crédit qu'avant,
mais que ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois, en gros, leur part restait à peu près la même, restait stable au sein des crédits qu'on accordait. Donc là encore, on était dans une logique de normalisation en disant oui, mais on a globalement distribué trop de crédits pendant quelques années parce que le contexte faisait que. Donc on est revenu à la normale. Et comme on a réussi à maintenir la part des primo-accédants, en réalité, c'est pas tant un problème que ça. C'est vrai, on a une part des primo-accédants qui s'est plutôt bien maintenue. Par contre, quand on regarde les ménages modestes au sein des primo-accédants, eux, ils ont été très fortement désolvabilisés au cours de la période et du fait de la remontée des taux. Et donc, du coup, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'avant, pendant en gros 15 ans, vous avez eu l'assouplissement des conditions de crédit et l'envolée des prix immobiliers. Ceux qui n'avaient pas accès au crédit, ils ont juste subi l'envolée des prix immobiliers, ils n'ont pas eu accès au crédit, et donc, pour eux, c'était un peu la double peine. Ils avaient du logement plus cher, et ils ne pouvaient toujours pas accéder au crédit parce qu'ils n'ont pas bénéficié de l'assouplissement. Là, ce qui s'est passé au cours de la période récente, c'est que ceux qui étaient à la marge, ceux qui, en gros, avec des taux à 1,5% et des durées d'emprunt à 25 ans, arrivaient encore à accéder à la propriété, du fait de l'envolée des taux, n'y parvenaient plus du tout. Et donc, vous avez toute une frange de ménages qu'on pourrait classer classe moyenne, inférieure ou ce genre de choses, qui avaient accès au crédit et qui, du jour au lendemain, n'ont plus accès. Et donc, la part des ménages modestes au sein des primo-accédants, elle a baissé de l'ordre de 10 points au cours de la période récente. Là, on commence en 2020 et on finit en juin 2023. Donc ça, c'est vraiment l'effet du durcissement des conditions de crédit. Et puis parallèlement, donc ça je vous l'ai dit, hein, c'est vrai dans l'ensemble des pays européens, à la fois la baisse des taux et la remontée en fin de période. Alors la France a été plutôt protégée de la remontée des taux, enfin en tout cas les taux ont plutôt moins augmenté qu'ailleurs, en partie grâce, certains diront à cause, mais en partie grâce à ce qu'on appelle le taux d'usure. Nous on a un mécanisme en France qui est censé protéger les accédants à la propriété, on pourra y revenir après, mais c'est ce qui explique le fait que la France, qui est ici en noir, connaît des taux en fin de période qui sont un peu inférieurs aux autres. Mais donc, remontée rapide des taux, en fin de période, ça baisse un petit peu, mais des prix qui ne se sont pas du tout ajustés. Ils se sont ajustés un petit peu, ils ont baissé un peu sous l'effet du durcissement des conditions de crédit, mais on n'a pas du tout retrouvé le niveau qui était le niveau des prix du début des années 2000. La question du neuf. On n'a jamais construit aussi peu de logements qu'aujourd'hui. On n'a jamais distribué aussi peu de permis de construire qu'aujourd'hui. Une partie de cette crise du logement neuf, elle s'explique par ce que je décrivais sur la question des conditions de crédit et de l'accès au crédit, mais pas que. C'est-à-dire que là encore, on observe un ralentissement de la production neuve depuis quelques années et bien avant la crise en Ukraine ou la crise sanitaire. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment après les municipales. On a vu un certain nombre de communes arrêter de produire du logement. Il y a eu des signaux politiques aussi qui ont été envoyés plutôt négatifs sur la question de la construction neuve. Il y a aussi un certain nombre de réglementations environnementales qui ont été mises en place. Quand on construit du logement, ça coûte cher pour les collectivités locales. Et les collectivités locales, d'un point de vue finances publiques, elles souffrent plutôt sur la période récente. On leur a enlevé un certain nombre de leviers. Avant, vous construisiez un logement, le ménage qui rentrait dedans, il s'acquittait de la taxe d'habitation, par exemple. Bon, aujourd'hui, il ne s'acquitte plus de la taxe d'habitation, sauf si vous construisez une résidence secondaire. Mais, et donc, du coup, les leviers fiscaux pour les communes, voilà, les marges de manœuvre fiscales, ou en tout cas ce que pouvait apporter le logement en termes de recettes fiscales, a tendance plutôt à baisser. Tout ça participe au fait qu'on bat des records historiques sur la construction neuve. Donc là, sans même parler du choc d'offres, sans même de savoir si on va en construire 500 000, déjà, si on pouvait essayer de revenir à la moyenne historique qui sont ici, la courbe en orange et en bleu, donc les barres toutes droites là, ce serait déjà pas mal, parce qu'une fois de plus, quand vous construisez 200 000 logements de moins, ça veut dire 200 000 ménages qui ne bougent pas. Et donc ça entretient la crise de la mobilité résidentielle que je mentionnais. Pour finir, rapidement, alors les réponses de politique publique sur la période récente, alors peut-être un petit rappel historique, là c'est des chiffres tout frais parce qu'ils sont sortis aujourd'hui. En 2023, on n'a jamais dépensé aussi peu historiquement depuis qu'on mesure ça, rapporté en point de PIB. Là, vous avez
La politique du logement, en gros, l'ensemble des aides au logement, les aides personnelles au logement, les aides versées aux bailleurs sociaux, les aides versées aux accédants à la propriété, les réductions d'impôts, enfin voilà, vous avez tout. Toute la politique du logement, l'ensemble des aides au logement, ça représente 43 milliards d'euros. Bon, en 2023. 43 milliards d'euros, c'est beaucoup. Mais quand vous ramenez ces 43 milliards au PIB, on aime bien faire ça, notamment en ce moment, quand on parle de la dépense publique. Donc vous regardez en point de PIB combien la France consacre à sa politique du logement. En 2023, on n'a jamais dépensé aussi peu pour la politique du logement que depuis qu'on mesure ça, c'est-à-dire depuis le milieu des années 80. Alors même que on est dans une situation qui, historiquement, est la plus grave qu'on ait connue depuis le milieu des années 80. Enfin, c'est-à-dire que les Français n'ont jamais dépensé autant pour se loger, on n'a jamais construit aussi peu de logements, etc., etc. Et malgré tout, l'effort public, les aides publiques adressées au secteur du logement n'ont jamais été aussi faibles en point de PIB. Alors là encore, c'est pas nouveau, hein. C'est-à-dire que cette tendance baissière, on l'observe en gros depuis 2008-2009. On dépense chaque année de moins en moins pour la politique du logement. Ce qui est nouveau, c'est l'inflexion sur la courbe bleue. La courbe bleue, c'est les aides à la personne, c'est les aides personnelles au logement. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les gouvernements successifs pour réduire la dépense publique en APL. Les APL, ça sert à solvabiliser les ménages. Les APL, c'est mon petit graphique que je vous ai montré tout à l'heure. On dit souvent les APL sont inefficaces. Si on juge les APL, l'efficacité des APL par à quel point elles réduisent le taux d'effort des ménages, ce qui est quand même l'objectif principal des APL. L'objectif des APL, c'est on verse de l'argent à des ménages pour réduire leurs dépenses en logement. Globalement, c'est des aides qui réduisent massivement le taux d'effort des ménages, puisque ça les fait passer du bleu au orange. Bon. Et c'est des aides qui sont très concentrées sur les ménages les plus pauvres, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de bleu chez les 10%, les 20%, les 30%, les 40% les plus riches. Donc c'est des aides qui sont concentrées sur les ménages les plus pauvres et qui permettent, dans le parc privé, de diviser leur taux d'effort par deux. Un certain nombre de gouvernements ont décidé que les APL n'étaient pas efficaces. Je ne sais pas trop au travers de quels critères, mais donc on a décidé de réduire massivement la dépense en APL, et c'est ce qu'on voit en fin de période. Alors qu'on a une dépense en logement qui explose, on a une dépense en APL, une dépense publique en APL qui baisse. Ça, c'était pour le contexte un peu aide publique. Une fois de plus, je vous ai mis le graphique parce que c'est des chiffres tout frais de ce matin. Il y a eu des annonces récemment, c'est-à-dire qu'à un moment, le gouvernement s'est quand même aperçu qu'il y avait un petit problème dans la construction. Et donc, la nouvelle ministre du Logement a fait des annonces. Le Premier ministre a aussi parlé, ça c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un petit bout de temps quand même, a aussi parlé de logement dans son discours de politique générale. C'est quand même la première dépense de l'ensemble des ménages français. C'est-à-dire que c'est pas un non-sujet. Même s'il n'y avait pas tous les éléments que je vous ai mentionnés avant, on est quand même sur le premier poste de dépense des Français. C'est pas tout à fait anormal que quand on parle de pouvoir d'achat, on s'intéresse un peu à la question du logement. Mais donc il y a eu un certain nombre d'annonces. Extension du prêt à taux zéro, il manque le zéro, à l'ensemble du territoire. Alors pour vous la faire courte, le gouvernement précédent avait décidé, au moment où les taux remontaient, ça paraissait assez étonnant, mais pendant très longtemps, on distribuait du prêt à taux zéro quand les taux étaient à 1%. Bon, ça posait aucun problème, parce qu'en fait, ça coûtait très peu cher aux finances publiques. Quand il y a eu la remontée des taux, on s'est dit, oh là là, quand les taux sont à 4,5%, ça va commencer à coûter cher de faire du prêt à taux zéro, parce que le prêt à taux zéro, c'est pas les banques qui l'offrent, c'est bien de l'argent public qui est reversé aux banques pour que celles-ci vous proposent des prêts à taux zéro. Et donc, au moment de la remontée des taux, on s'est dit, on va y aller mollo sur le prêt à taux zéro. Donc on a réduit un certain nombre de choses, et notamment on a exclu un certain nombre de territoires du prêt à taux zéro, et notamment dans une optique environnementale de lutter contre l'étalement urbain, on a sorti les maisons individuelles du prêt à taux zéro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas construire une maison individuelle et bénéficier d'un prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro a beaucoup financé des pavillons dans le périurbain, donc a beaucoup participé à l'artificialisation des sols. Et donc le gouvernement, sûrement dans une optique environnementale, un peu aussi dans une optique de préserver les finances publiques, a exclu à la fois un certain nombre de territoires et un certain nombre d'investissements du prêt à taux zéro. Le Premier ministre a annoncé l'extension du prêt à taux zéro à l'ensemble du territoire. On ne sait pas encore s'il va réintégrer ou non les maisons individuelles. Espérons que non pour l'environnement. Mais donc il y a encore un certain nombre de doutes là-dessus.
Il a été annoncé qu'une réflexion serait aussi mise en place pour réfléchir à un nouvel outil d'incitation à l'investissement locatif. Vous avez peut-être entendu parler du Pinel, du Cellier, de ces dispositifs fiscaux-là. L'idée, c'est une réduction d'impôts contre la construction d'un logement neuf mis en location sous certaines conditions, notamment de ressources. La littérature économique, depuis des années, s'accorde sur le fait que ces dispositifs sont parfaitement inefficaces, sont extrêmement coûteux pour les finances publiques. Enfin, un gouvernement a décidé, donc le gouvernement précédent, de supprimer ces dispositifs. Alors, on aurait aimé que ces dispositifs, enfin, que l'argent dégagé par la suppression de ces dispositifs serve la politique du logement. Bon, en réalité, ça a plutôt servi à la réduction des déficits publics, avec le succès qu'on connaît. Mais là, le gouvernement actuel revient aussi sur cette mesure-là, de dire on va réfléchir à un nouveau dispositif. Donc espérons là encore que ce ne soit pas un dispositif qui ressemble un peu au Pinel, parce que sinon on aura fait un pas en avant, un pas en arrière. Et puis il y a eu un certain nombre d'annonces pour rassurer les professionnels là encore, de renoncement à des objectifs, notamment environnementaux, c'est-à-dire que on avait mis en place, c'est pas moi, hein, mais on avait programmé l'interdiction de la mise en location d'un certain nombre de logements s'ils ne respectaient pas une étiquette énergétique suffisante. L'une des grandes lois de programmation également des gouvernements antérieurs était ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de dire il faut freiner l'artificialisation des sols et il faut réfléchir à comment on construit un peu du logement autrement. Là, pour rassurer les acteurs du BTP et de la construction, il semblerait qu'on réfléchisse à revenir sur ces différentes normes environnementales. Donc il faudra être attentif, savoir si, enfin voilà, en plus on a construit beaucoup de logements, on a beaucoup artificialisé ces dernières années. Il n'est pas certain que la relance du secteur de la construction doive se faire forcément au détriment de l'artificialisation et de l'environnement. Et puis surtout, ce qui manque dans ces annonces récentes, c'est des mesures plus structurelles. C'est-à-dire quelle vision au cours des 7 dernières années, alors je remonte aux 7 dernières années, je pourrais remonter un peu plus loin, mais ce qui est assez criant, parlant, c'est que en fait, il n'y a pas de vision. C'est-à-dire que vous aviez des gouvernements successifs qui se succédaient et qui, en gros, n'aimaient pas trop le logement social, n'étaient pas grands fans de l'accession à la propriété, parce que les propriétaires, ils sont pas agiles, ils bougent moins, etc., etc. Et en même temps, ne mettaient pas de mesures en place pour favoriser le marché de la location privée. Et ils faisaient même le contraire, parce qu'il y a un certain nombre de réformes fiscales qui visaient plutôt à désinciter les ménages les plus riches à investir dans le logement par rapport à d'autres placements comme les investissements financiers. Donc c'est compliqué de mener une politique du logement quand vous n'aimez pas les propriétaires, quand vous n'aimez pas les bailleurs sociaux et quand vous n'aimez pas les bailleurs privés. Parce qu'à un moment, il faut quand même que les logements, que les ménages soient logés. Et que même si vous voulez pas qu'ils soient propriétaires de leur logement, il faut bien que quelqu'un le soit. Et donc ces dernières années, on n'avait pas de vision. Là, pour l'instant, on n'a toujours pas de vision. Alors, potentiellement, on en aura une dans les mois ou les années qui viennent. Mais donc, il y a un vrai choix de société. Est-ce qu'on continue à prôner la France de propriétaires comme le faisait Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'on soutient plutôt une France de locataires pour avoir plus de mobilité, c'est possible? Est-ce que si on fait ce choix, est-ce que c'est plutôt par les bailleurs sociaux ou par les bailleurs privés? Enfin, il y a un moment, il faut choisir parce qu'il faut quand même bien un logement sur la tête des gens. Et puis, il y a un levier dont on parle pas beaucoup, alors qu'on parle pas mal de fiscalité ces derniers jours. C'est la fiscalité immobilière. Je vous ai parlé des 43 milliards de politique du logement, d'aide au logement versés au secteur. La fiscalité immobilière, c'est 95 milliards d'euros, un peu plus que ça. Et on a aujourd'hui une fiscalité immobilière qui marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a globalement des communes qui sont incitées à ce que les prix augmentent sur leur territoire pour augmenter leurs recettes fiscales. On a des ménages qui sont de moins en moins taxés. Plus vous restez longtemps dans votre logement, moins vous êtes taxés, alors qu'on veut inciter à la mobilité. Bon, voilà, on a des taxes très importantes sur l'investissement aujourd'hui, sur les un peu moins de 100 milliards d'euros de recettes fiscales liées à l'immobilier. Il y en a 2/3 qui pèsent sur l'occupation, la détention de logements, la taxe foncière, voilà, ces différentes formes de taxes-là, et 1/3 qui pèse sur les mutations,
Donc le fait de bouger, c'est les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, c'est la plus-value, c'est etc. Donc mutation et investissement. Investissement, on va retrouver la TVA dans le logement neuf, on va retrouver ces dispositifs-là. Vu qu'on est dans une recherche, si j'ai réussi à vous convaincre, de favoriser la mobilité résidentielle et la fluidité sur le marché du logement, on aurait envie de basculer une partie des taxes qui pèsent, sans même parler du niveau des taxes, on peut avoir envie de les réduire ou de les augmenter, ça j'ai pas d'avis sur la question, j'en ai un mais je n'en ai pas ce soir, on n'a pas le temps, mais on pourrait avoir idée de basculer une partie des taxes qui pèsent sur les mutations et l'investissement plutôt sur la détention pour favoriser les mutations et l'investissement. Là encore, on n'a pas entendu de propositions là-dessus récemment. J'en ai fini. Je vois personne qui dort, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y en a qui sont pas loin, je vois. Mais je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Excusez-moi, madame. En fait, j'avais donné le micro à une autre personne. Je vais faire vite. Merci pour cet excellent exposé. Il y a un sujet que vous avez abordé, mais pas dans les solutions, pas repris, dont moi j'ai la conviction que c'est une des solutions, c'est quand même la politique d'aménagement du territoire. Comment une politique du logement peut être dissociée d'une politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire resynchroniser l'emploi et le logement, avec en plus des évolutions dans le cadre du travail, on travaille à distance pour certains métiers. Et toujours dans les solutions, vous n'avez pas évoqué le bail réel solidaire où il y a une accession à la propriété avec dissociation de la part du foncier et de la part construction. Puis troisième question, si je peux me permettre, y a-t-il une augmentation des demandeurs de logement liée quand même à l'augmentation des foyers monoparentaux? Et voilà, donc une augmentation de la demande liée aussi à la structure de la population. Alors, je vous remercie pour vos trois excellentes questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, à la fois sur la partie, je suis assez d'accord avec vous sur à la fois la partie aménagement du territoire et sur la partie bail réel solidaire. Alors, peut-être tout le monde n'est pas au fait de ce qu'est le bail réel solidaire, mais l'idée du bail réel solidaire, c'est de dissocier le foncier du bâti. Je vous ai montré le graphique tout à l'heure avec la courbe bleue et la courbe rouge. Ce qui a beaucoup augmenté, c'est le foncier. Et donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui le foncier sur les opérations neuves, parfois il pèse 50% du prix total. Vous avez à Paris, vous construisez un appartement neuf, vous êtes aux alentours de 10 000, un peu plus que ça, mais disons 10 000 euros le mètre. Parce que fait la mairie de Paris, vous avez peut-être suivi l'opération de communication de la mairie de Paris sur ce sujet-là, c'est de dire nous on va vous proposer des logements à 5 000 euros le mètre. Vous allez accéder à la propriété pour 5 000 euros le mètre carré. C'était la communication de la mairie de Paris. Comment Anne Hidalgo n'a pas de pouvoir magique, elle n'a pas réduit par deux les prix immobiliers. Ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont dit on va rester nous propriétaires du foncier. Ce foncier va être possédé par ce qu'on appelle un office foncier solidaire. On reste propriétaire du foncier et on va vous revendre que le bâti. Donc vous allez être propriétaire du bâti. Vous pourrez faire ce que vous voulez dans votre logement, ça change absolument rien. Il n'y a pas de problème de faire des trous dans les murs ou quoi que ce soit. Vous êtes propriétaire de votre logement. Par contre, vous louez le foncier, vous payez une redevance annuelle qui est très faible, mais vous payez une redevance annuelle. Et nous, on reste propriétaire du foncier. Ça permet à la fois de faire baisser la facture pour les ménages et ça permet de lutter contre la spéculation foncière. Parce qu'en plus, dans le bail réel solidaire, vous mettez des clauses antispéculatives qui disent quand vous revendrez dans 15 ans, vous ne ferez pas une culbute monstrueuse, vous ne ferez pas x3 sur votre appartement, le prix il est régulé, il est encadré, et comme ça permet de contrôler, de lutter contre la spéculation foncière. Alors, le bail réel solidaire, c'est super. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça d'autant plus super que quand il y a 10 ou 15 ans, alors j'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça, mais quand il y a 10 ou 15 ans, on parlait de dissociation du foncier et du bâti, on se faisait jeter des tomates dessus, au sens propre, en colloque ou en séminaire, parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour se lever en disant comment ça, le droit de propriété, jamais de la vie les Français vont vouloir acheter uniquement les murs et pas le foncier, etc., etc. Bon, il s'avère que les Français, quand on leur propose de payer 2 fois moins cher leur logement, ils sont contents. Donc sur le principe, c'est très bien, ça permet de lutter contre la spéculation foncière, contre la bulle foncière, contre l'enrichissement sans cause que je mentionnais tout à l'heure, donc c'est très bien. Le seul problème, c'est que
Ça coûte très cher à la collectivité locale, parce qu'il faut quand même avoir les moyens financiers, soit de rester propriétaire de son foncier et de ne pas le vendre, parce qu'aujourd'hui c'est une manne financière très importante pour les collectivités locales. L'une des propositions du Conseil national de la refondation sur le logement que je mentionnais tout à l'heure était d'ailleurs de mettre fin au système d'enchères qui existe aujourd'hui sur le foncier public. C'est qu'aujourd'hui vous êtes une collectivité locale, vous avez un bout de terrain, vous avez intérêt à le vendre le maximum, et vous d'ailleurs vous allez le vendre potentiellement, sauf si vous êtes un peu responsable, vous allez le vendre au plus offrant parce que c'est une façon de dégager des moyens financiers, et que je décrivais la situation des finances locales tout à l'heure aussi. On comprend bien que quand vous avez une solution, vous essayez de l'actionner. Donc ça coûte très cher, soit de maintenir son foncier, de le garder, soit d'en acheter pour faire du bail réel solidaire, parce qu'il faut avoir les moyens de payer plein pot le foncier pour après construire du logement dessus. Donc ça coûte très cher et ça reste très marginal pour l'instant. Beaucoup de communes s'en saisissent. On parle de Paris, on parle de Lille. Les premières opérations, elles sont sorties à Espelette. Vous voyez, c'était un quartier résidentiel à Espelette qui était en bail réel solidaire. Mais ça reste très marginal. Et du coup, tant que ça reste très marginal, ça pose problème. Parce que à Paris, quand vous faites du bail réel solidaire, vous ne faites pas du logement social. Vous faites de l'accession sociale à la propriété, mais vous ne faites pas du logement locatif social. Et en plus, quand vous proposez d'acheter des logements à 5 000 € le mètre, alors Paris, c'est une caricature parce que déjà, considérer que 5 000 € le mètre, c'est abordable pour des ménages modestes, ça pose un peu question. Mais c'est d'autant plus un problème parce que quand vous en faites quelques-uns, comment vous choisissez qui est éligible ou pas, qui va continuer à payer son loyer dans le parc privé et qui va pouvoir devenir propriétaire de son logement? Ça pose problème. Donc en fait, c'est un dispositif qui est très bien, mais il faut qu'il soit massifié. Et du coup, pour le massifier, il faut donner beaucoup d'argent aux collectivités locales pour leur donner les moyens d'acquérir du foncier et de maintenir leur foncier. Donc, moi, je critique pas, c'est le contraire d'une critique du dispositif. Il faudrait trouver un dispositif, lever des moyens financiers suffisants pour massifier le dispositif des BRS et des offices fonciers solidaires. Moi, dans le cadre du CNR, je proposais par exemple que les fameuses passoires thermiques dont personne ne voulait, qu'on ne pouvait plus mettre en location, qui allaient rester sur le marché, il fallait que ces passoires soient achetées par la puissance publique, collectivité locale, État, qui en veut, soit retapées, soit revendues, on reste propriétaire du foncier, et comme ça on fait 100 000, 200 000, 300 000 BRS par an. Et là on va commencer à avoir un impact sur le marché parce qu'on va avoir atteint une taille critique. À Paris, je crois qu'ils sont sur quelques centaines de logements mis en BRS, donc on voit bien que c'est une chance pour les ménages qui y seront, ils auront un peu gagné au loto, mais il y aura tout un tas de ménages qui resteront à la porte du dispositif et on n'aura pas changé grand-chose à la question de l'accès au logement. Sur la question de l'aménagement du territoire, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce que j'expliquais sur la diagonale de sous-densité. Je donne des cours d'économie urbaine à Sciences Po et à l'école urbaine, et j'explique du coup à mes étudiants que c'est des processus cumulatifs, la concentration des activités. C'est globalement, vous métropolisez l'emploi, vous concentrez les activités sur un territoire, ça crée des gains de productivité et donc il y a des gens qui ont envie de venir sur ce territoire pour continuer à agglomérer l'activité. Et à contrario, la décroissance urbaine, c'est aussi un cercle vicieux parce que quand vous avez un territoire qui se vide, vous avez moins de recettes fiscales, vous faites moins d'investissements du coup parce que vous avez moins de recettes fiscales, vous faites moins d'investissements, vous fermez des services publics, les gens n'ont plus envie de venir chez vous, etc., etc., etc. Et donc du coup, il faut remettre de l'attractivité dans ces territoires. Mais là encore, ça coûte cher. Pourquoi on a fermé les lignes de chemin de fer? Pourquoi on a fermé des services publics? Pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça peut-être parce que c'était pas rentable, mais peut-être aussi principalement pour faire des économies budgétaires. Et donc réinjecter de l'activité dans ces territoires-là, ça coûte beaucoup d'argent. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'en effet, il faut le faire. Il faut redynamiser ces territoires et notamment cibler les territoires où il y a du logement et dire, ok, on va créer de l'emploi là où il y a du logement. Par contre, ça va coûter de l'argent. Il faut remettre des infrastructures de transport parce qu'on ne peut pas accepter qu'on remette de l'emploi, des logements, mais que tout le monde soit en voiture. Il faut remettre des services publics parce qu'il faut être attractif. Et donc, vous ne pouvez pas expliquer aux gens, allez habiter là, on vous a trouvé un emploi à 50 km. Par contre, l'hôpital le plus proche, il est à 80 dans l'autre sens. Et donc, il faut réinjecter des services publics. Et ça coûte un peu de sous. Si vous avez suivi l'actualité récente,
On est plutôt à la recherche d'argent qu'à la recherche de où est-ce qu'on va le dépenser. Donc je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûr qu'à court terme, on parvienne à une meilleure répartition des activités économiques sur le territoire. Et d'ailleurs, on n'en prend pas le pli. C'est-à-dire que les gros investissements aujourd'hui, c'est quoi? C'est des RER à Lyon, c'est le Grand Paris Express. Enfin voilà, on continue aujourd'hui dans cette logique, non pas d'équité territoriale, mais d'efficacité économique, de vouloir accumuler, concentrer les activités dans les territoires les plus productifs. C'est peut-être très bien d'un point de vue de la croissance et des gains de productivité. C'est en tout cas ce que j'explique à mes étudiants, c'est qu'en effet, ça fait gagner des gains de productivité et ça fait gagner quelques points de croissance. Par contre, en termes d'équité territoriale, en termes de politique du logement, en termes d'inégalité, ça pose un certain nombre de problèmes. Et que ce que dit la théorie économique, c'est qu'il faut attendre que ça crée suffisamment de problèmes pour qu'on arrête. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas encore? Bon, ça c'est à étudier. Et puis, votre troisième question, que j'ai oubliée. Oui, alors c'est en effet quelque chose que je n'ai pas mentionné. Les changements démographiques, ça a profondément perturbé la demande en logement. Et notamment l'explosion des familles monoparentales et l'augmentation très importante des séparations, qui est plutôt plus importante en France qu'ailleurs, d'ailleurs, si on doit chercher une spécificité française, pas savoir pourquoi. Mais forcément, vous vous séparez, vous avez l'exemple le plus parlant, c'est vous séparez, vous avez un enfant. Vous avez un enfant, vous avez un couple qui se sépare, il vous faut 2 fois exactement le même logement que vous aviez avant, si vous voulez être dans une situation normale. Donc ça crée un problème. C'est-à-dire que quand on a une explosion des familles monoparentales, vous avez une demande de logement qui explose. Dans le parc social, je mentionnais le parc social tout à l'heure, le parc social a été construit après-guerre dans une optique de dire les familles nombreuses, qui étaient nombreuses à l'époque, qui étaient nombreuses en leur sein et qui étaient nombreuses en nombre, ont les plus grandes difficultés du monde à se loger dans de bonnes conditions dans le parc privé. Et donc on va leur construire des logements. Et ces logements, on va les appeler HLM, etc., etc. Aujourd'hui, il y a la moitié des demandeurs de logements sociaux qui sont des personnes seules. Avec un parc qui a été construit dans les années 70-80 pour des familles nombreuses. On voit bien qu'il y a un petit problème. Donc certains bailleurs y réfléchissent en disant le jour où j'ai un grand logement qui se libère, je le coupe en 2, etc., etc. Mais on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est vrai dans le parc social, mais c'est vrai en effet ailleurs. Il y a aussi un certain nombre de problèmes liés au vieillissement. On parle beaucoup... Je montrais quelques graphiques tout à l'heure sur la suroccupation des logements et le mal logement, mais il y a beaucoup de logements en France qui sont sous-occupés, parce qu'on a une population vieillissante, les enfants partent, les parents restent, des fois les parents restent à 2, des fois ils restent tout seuls, mais vous avez comme ça des grandes maisons, des grands appartements qui sont vides, alors que pendant ce temps-là, il y a des familles qui s'entassent dans des petits logements. Bon, soit vous dites aux ménages âgés, il faut partir, même s'ils sont chez eux, vous les mettez dehors, et puis vous leur dites, vous allez prendre le petit logement de la famille, voilà, vous pouvez faire de la planification au logement si vous voulez. Ça semble assez compliqué à mettre en œuvre. Vous pouvez réfléchir à des taxes. Il y a des gens qui réfléchissent à des taxes de sous-densité, en disant, vous avez 3 pièces en trop, on va vous taxer. Pourquoi pas? On en revient à mon point sur la taxe sur les résidences secondaires que je mentionnais tout à l'heure, mais il y a un problème en effet d'adéquation entre l'offre de logement, le stock de logement, et la demande. Mais ça, c'est un problème inhérent au logement. C'est-à-dire que les logements qu'on construit, on les construit pour 80, 100, 150 ans. Et la population, elle bouge plus vite que ça. Et d'ailleurs, on force la population à bouger plus vite que ça. C'est-à-dire que toutes les transformations qu'on fait sur le marché du travail, certains parlent de précarisation du marché du travail, mais sans parler de précarisation, le fait qu'on dise il faut être plus agile. Aujourd'hui, on a changé de monde. On reste plus toute sa vie dans son emploi. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on reste toute sa vie dans son logement. On a des CDD, on n'a pas des CDI. On peut juger plus ou moins bien cette agilité du marché du travail, mais en face, le marché du logement, il n'est pas agile du tout. Le logement, il existe, il est construit. Voilà, on ne va pas le rendre agile. On peut le rendre agile en faisant de l'habitat temporaire, mais sinon, par nature, il n'est pas agile. Donc, il y a un moment, on peut soit dire, on va essayer d'adapter le stock de logements existant aux nouveaux enjeux politiques, économiques qu'on identifie, etc. Soit on dit, en fait, il faut peut-être ralentir.
Peut-être qu'en fait, ce monde où on restait dans son emploi et on restait dans son logement, il était peut-être pas si mal que ça, parce qu'en tout cas, il permettait de répondre à un certain nombre de problématiques sur le marché du logement. Moi, j'ai un angle très logement, mais des problèmes qu'on n'avait pas, aujourd'hui. Donc, bon, voilà. J'ai essayé de répondre, pas du tout rapidement, mais au mieux à vos 3 questions. Désolé. Oui, je voulais savoir pourquoi le dispositif d'incitation à l'investissement type Pinel, il me semble que vous avez dit tout à l'heure, n'était pas satisfaisant. Alors, il était satisfaisant parce qu'il soutenait le secteur de la construction. Bon, de ce point de vue-là, c'était l'un de ses objectifs. Donc, il était plutôt satisfaisant. Son deuxième objectif, c'était de développer un parc de logements qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire en gros du logement qui est moins cher que du logement libre, mais qui est un peu plus cher que le logement social. Là, ce que disaient les différentes études qui se sont intéressées, c'est qu'en fait, on n'y arrivait pas. C'est-à-dire que globalement, on avait des logements qui étaient quasiment au prix de marché en sortie parce qu'on avait mal identifié et qu'en plus, le problème, c'est que ces logements étaient mis en location. On ne construisait pas un parc durable de logements parce que ces logements étaient mis en location, en gros, le temps de la réduction d'emprunt. Oui. Et qu'une fois que la réduction fiscale s'arrêtait, au bout de 6, 9 ou 12 ans, le logement il était vendu. Et donc on a mis beaucoup d'argent dans ce logement-là, d'argent public. Une génération de Pinel, c'est 2 milliards d'euros à peu près, pour produire 60 ou 70 000 logements. Donc ça fait un coût par logement qui est extrêmement élevé. Donc si en plus ces logements ne restent pas sur le marché locatif sur une très longue période, vous ne rentabilisez pas du tout l'investissement public qui a été fait. Et le troisième point, c'est que globalement, ces logements n'ont pas été construits au bon endroit. Et qu'il y a des quartiers entiers qui ont été construits en Pinel et qui ne répondaient pas forcément à un besoin local. Donc les études étaient assez critiques. Ça coûtait très cher, ça ne permettait pas de proposer du logement abordable et ça ne permettait pas de développer l'offre de logement là où on en avait besoin. Donc ça fait, mais c'est pas uniquement du fait du Pinel, hein, le Cellier avant lui était pareil, bon voilà. Et donc pas mal de gens étaient critiques sur ce dispositif. Le gouvernement précédent, sûrement dans un objectif d'efficacité de la dépense publique, a décidé de supprimer le dispositif. Peut-être aussi parce qu'il coûtait 2 milliards d'euros pour une génération. Le problème, c'est que cet argent-là, il n'a pas été réinvesti ailleurs. Donc, du coup, c'est juste de l'argent perdu pour la politique du logement. Bonsoir. Je voudrais savoir quelle est la situation des gens, des 2 700 000 foyers qui demandent d'accéder aux logements sociaux. Comment ils se logent? Ils sont où? Ils sont dans des tentes? On a une idée un peu et une gradation en fonction de leur niveau de pauvreté ou de richesse. Ils sont où ces gens-là? Alors, sur les 2,7 millions, il y en a une partie, c'est autour de 500 000, 400 000, 500 000, qui sont dans le parc social, qui demandent une mobilité dans le parc social, soit parce qu'ils ont un appartement trop petit, ils ont un appartement trop grand, ils veulent déménager pour des raisons professionnelles, donc ils sont en demande de mobilité. Bon, eux, ils sont déjà dans le parc social. Une grande partie, la grande majorité, ils sont locataires du parc privé. Ils s'acquittent d'un niveau de loyer qui est potentiellement trop élevé, ils sont dans une situation familiale qui est compliquée, des situations de violence, des situations de mobilité professionnelle, enfin voilà, le motif de demande de logement social sont nombreux, mais la grande majorité, ils sont dans le parc privé. Et puis, en effet, il y a un certain nombre de ménages qui n'ont pas de logement. Alors, ils n'ont pas de logement, soit ils sont à la rue, soit ils sont en hébergement d'urgence, soit ils sont, par exemple, hébergés chez des tiers. Ils vivent chez des copains, ils sont retournés dans leur famille, etc. etc. Donc voilà, il y a toutes les situations qui existent, mais la grande majorité sont locataires du parc privé et accusent des taux d'effort qui sont importants. Je constate dans un autre pays la présence des fonds d'investissement immobilier qui ont un grand effet sur le fonctionnement du marché. C'est quoi la situation en France et quel est le rôle de ces nouveaux fonds dans la situation que vous décrivez? Alors, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, ils étaient présents en France dans les années 90. Ils sont partis du marché du logement.
pour investir dans les bureaux, parce que le prix des logements a beaucoup augmenté, que les loyers, eux, ont moins augmenté, donc ils ont eu une baisse importante de leur rendement, et que ces fonds, ils sont plutôt attirés par le rendement que par un objectif social qui serait de loger les gens. Bon. Et donc ils ont massivement quitté le monde du logement. Ils reviennent à petits pas sur certaines opérations, sur certaines franges du marché. Ils reviennent aussi par l'intermédiaire potentiellement un peu des bailleurs sociaux, où on leur dit on dit aux bailleurs sociaux, vous trouverez là potentiellement un peu de financement qui pourrait vous manquer ailleurs. Ce qu'on appelle la financiarisation du parc social. Donc pour l'instant, ils sont marginaux. Certains espèrent qu'ils reviennent. Certains proposent qu'on les oblige à revenir. C'est-à-dire que pendant un moment, on obligeait les banques, les assureurs à détenir un parc de logements, soit au travers du 1% logement, soit pour d'autres raisons. Mais pour l'instant, ça pèse pas grand-chose. Ce qui est un problème d'ailleurs en termes de régulation du marché locatif privé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a dit... Alors depuis, on a démontré que c'était un peu faux, mais pendant très longtemps, on nous a dit en fait le marché locatif privé, il est extrêmement compliqué à réguler parce que c'est plein de petits propriétaires, des millions de petits propriétaires. Et donc du coup, quand vous voulez faire une mesure, quand vous voulez faire l'encadrement des loyers, par exemple, en fait c'est compliqué de faire l'encadrement des loyers, c'est compliqué de faire la garantie universelle des loyers quand vous avez des millions de propriétaires qu'il faut informer, etc., etc. Bon, depuis, il y a un certain nombre d'études qui montrent que le gros du marché locatif privé, il est plutôt détenu par des multipropriétaires. Donc en fait, des ménages qui sont propriétaires de plusieurs appartements qui mettent en location. Donc certains ont vu ça comme une mauvaise nouvelle. Il y a une étude de l'INSEE qui s'est intéressée à cette question des multipropriétaires. Et donc certains, avec un angle de traitement des inégalités patrimoniales, ont dit c'est pas normal que, je sais plus combien, j'ai plus le chiffre en tête, mais une grande partie du marché locatif privé soit détenue par une toute petite minorité de ménages. D'un point de vue inégalité patrimoniale, ça se défend, cette vision-là. Moi, j'ai plutôt accueilli ça comme une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, ces ménages, c'est des mini-investisseurs institutionnels. Ils détiennent plusieurs logements, c'est très facile d'appliquer de la régulation sur du coup des ménages qui détiennent plusieurs logements, parce qu'ils sont informés, parce que potentiellement il y a quelqu'un qui gère leur stock de logements, quelqu'un qui gère leur loyer, ils ont des comptables, donc ils peuvent pratiquer l'encadrement des loyers, ils peuvent mettre en place la garantie universelle des loyers. Bon voilà, donc d'un point de vue gestion du stock, c'est plus facile d'avoir des gros acteurs que des petits. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Il y a une volonté politique, mais alors là qui n'est pas nouvelle, d'essayer de faire revenir les investisseurs institutionnels sur le marché du logement. Là, on est dans un contexte où les prix baissent un peu, les loyers augmentent pas mal, le taux de rendement du coup des investisseurs devrait se redresser, peut-être que ça va les faire revenir. Un autre aspect de ça que j'ai vu sur le marché américain, il y a un grand procès en cours actuellement contre un morceau de software qui permet les propriétaires assez isolés de collaborer sur la fixation des prix. On attribue une partie de l'élévation des prix locatifs en fait à une sorte de mondialisation par informatique. Il y a un procès en cours extrêmement important. Je ne sais pas si cet effet-là joue dans ce pays. Alors, en France, on a depuis 2012, alors depuis 1989, mais depuis 2012 principalement, des loyers qui sont encadrés. Entre 89 et 2012, ils étaient encadrés uniquement quand, donc je parle bien du marché locatif privé, mais ils étaient encadrés uniquement quand le locataire restait dans son logement. Donc, plus vous restiez longtemps, plus vous aviez en fait un loyer qui était déconnecté du loyer payé par votre voisin qui venait d'arriver. Vous aviez des écarts de prix sur les marchés locatifs qui étaient absolument démentiels. À Paris, avant 2012, vous aviez 40% d'écart de loyer entre quelqu'un qui était là depuis plus de 10 ans et quelqu'un qui arrivait sur le marché, pour un même logement. Donc ça participait à être un frein à la mobilité résidentielle que je mentionnais tout à l'heure, parce que vous vous retrouviez à être en couple, vous avez un enfant, pour vous déménager, il vous faut non seulement payer la chambre en plus, mais en plus, il faut juste payer le fait que vous avez déménagé et qu'avant, vous payiez un loyer 40% inférieur. Donc vous aviez un frein à la mobilité résidentielle qui était absolument démentiel.
En 2012 a été pris la mesure, alors c'est un décret annuel qui est pris au mois de juillet chaque année depuis 2012. Donc ça veut dire qu'il a traversé un nombre de gouvernements successifs de toutes couleurs politiques. Donc voilà, donc c'est pour l'instant, il est toujours pris. Il a été repris cet été. On verra s'il sera encore pris l'été prochain, mais qui encadre les loyers à la relocation, donc au changement de locataire, à l'image de ce qui s'est passé entre 89 et 2012, quand le locataire était en cours de bail ou qui renouvelait son bail. On a dit il n'y a pas de raison qu'il y ait une dérive des loyers au moment de la relocation, et donc on encadre aussi les loyers à la relocation. Donc ça, c'est la première forme d'encadrement des loyers. C'est c'est quasiment sur tout le territoire en réalité où il y a du marché locatif, parce que ça concerne les 30 plus grandes agglomérations françaises. Donc vous avez quasiment couvert tout le marché locatif comme ça. Il y a une deuxième forme d'encadrement des loyers qui, lui, vient de la loi Allure, donc qui date de 2015, qui est un encadrement en niveau des prix, qui là ressemble un peu plus à ce qui se passe en Allemagne avec le miroir des loyers, et où là on dit, en fait on observe le marché local. C'est pas toujours bien fait, mais on observe le marché local, on dit il y a un loyer médian, donc il y a 50% des logements qui sont inférieurs à ce loyer, 50% au-dessus, et puis on donne aux propriétaires une fourchette, en disant vous n'avez pas le droit de louer plus que tel montant de prix sur la quittance. Il y a un certain nombre d'échappatoires, puisque vous pouvez mettre des suppléments de loyer, si vous avez une baignoire, si vous avez une vue sur la Tour Eiffel, si vous avez... je sais pas, une serrure en or. Bon, il n'y a pas de liste, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le complément de loyer, donc ce qui enlève un peu l'intérêt de l'encadrement. Mais cet encadrement des loyers-là, il est expérimenté aujourd'hui à Paris, à Lille, dans un certain nombre d'agglomérations. Mais donc de ce point de vue-là, les locataires, si on renforce un peu l'encadrement à niveau, les locataires sont plutôt bien protégés sur le marché locatif privé. Malgré tout, ce qui se passe, c'est que les loyers sont encadrés, mais il y a une paupérisation, et ça on l'observe bien dans les chiffres, il y a une paupérisation importante des ménages locataires. Et donc vous avez beau encadrer les loyers, à partir du moment où la situation financière des locataires se dégrade, notamment en période inflationniste, comme on l'a vu ces 2 ou 3 dernières années, vous avez un risque de dégradation de la situation des locataires, une augmentation des impayés. Cette augmentation des impayés incite les propriétaires à retirer leur logement du marché locatif. En retirant leur logement, ils réduisent l'offre, etc., etc., etc. Donc il y a un vrai risque. De ce point de vue-là, les APL sont censés servir de matelas et de compensation en période de crise. Le problème, c'est que les APL, on les a cassés. On les a cassés pour faire des économies budgétaires. Donc aujourd'hui, on dit qu'elles ne marchent plus, il faudrait les supprimer. Mais pourquoi elles ne marchent plus? Parce qu'on les a cassés. Un loyer, aujourd'hui, si vous avez un loyer à Paris qui est supérieur, vous êtes une personne seule, vous payez un loyer qui est supérieur à 250 €, autant dire, vous payez un loyer, parce que votre loyer est supérieur à 250 €, sauf si vous avez un plan pour trouver un loyer à moins de 250 € à Paris, mais dans ce cas, je suis preneur. Si vous payez un loyer qui est supérieur à 250 €, toute la différence de loyer entre 250 et votre loyer ne sera pas pris en charge par les APL. Les APL n'en ont rien à faire. Que vous payez 250, 500, 800 € de loyer, vous allez toucher exactement la même aide personnelle au logement. Donc, du coup, on a basculé vers un autre monde. On a basculé dans un monde où l'APL est devenue forfaitaire. Ça va dépendre de là où vous habitez, votre composition familiale et votre revenu. Ça ne va pas du tout dépendre de votre loyer. Et donc, du coup, on n'arrive plus à solvabiliser correctement les ménages. C'est pour ça qu'il y a une dégradation très importante de la situation des locataires du parc privé. Alors, évidemment, si on voulait recoller au loyer de marché et reconnecter les APL au loyer de marché, ça coûterait une fortune. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais du coup, il faut réfléchir à l'avenir des aides personnelles au logement, parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est une aide aux personnes à bas revenus. C'est plus une aide à la réduction du taux d'effort pour les personnes à bas revenus. J'ai une question concernant un financement. Vous avez cité le livret A tout à l'heure. Je voulais savoir ce qu'il représentait, mais surtout suite aux velléités que j'ai entendues de réfléchir une partie du livret A vers l'armement au lieu du logement. Donc je voulais savoir ce que ça représentait. Merci. Et bravo pour votre présentation. Merci. Alors, en gros, un plan de financement d'un logement social, c'est 70-75% d'endettement pour le bailleur social. Et le reste, c'est des aides publiques, un peu de fonds propres du bailleur, etc. etc. Donc le gros du financement d'un logement social, quand on finance la production d'un logement social neuf, le bailleur, il s'endette beaucoup.
comment il s'endette? Il va voir la Caisse des dépôts et consignations et il demande à la Caisse des dépôts et consignations, je dois construire X logements, faut me prêter de l'argent. La Caisse des dépôts et consignations, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle centralise 60% du livret A. Quand vous mettez 100 € sur votre livret A, il y en a 60 qui partent à la Caisse des dépôts et consignations pour financer le logement social, la rénovation du parc social et plein d'autres choses. Donc c'est à peu près ça, si ça répond à votre question, c'est à peu près ça le plan de financement. Alors en effet, aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations centralise beaucoup plus d'argent sur le livret A que ce qu'elle distribue aux bailleurs sociaux pour financer du logement social. Donc du coup, un certain nombre de responsables politiques se sont dit, cet argent qui est centralisé, à un moment, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Donc pourquoi on ne construirait pas des sous-marins nucléaires ou je ne sais quoi avec cet argent? Bon, on pourrait dire, en fait, cet argent, il doit servir à financer du logement ou alors des opérations d'investissement vert ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il faut du coup inciter à dépenser plus de cet argent plutôt que de dire on a trop d'argent si on fabriquait des sous-marins nucléaires. Peut-être que si c'est le cas, les Français arrêteront de mettre leur argent sur le livret A parce qu'ils n'ont pas envie de financer des sous-marins nucléaires. Bon, je vous appelle à le faire en tout cas si on construit des sous-marins nucléaires avec le livret A. Mais en effet, le problème c'est les bailleurs sociaux financent de moins en moins parce que leurs 25% ou leurs 15% restants, là, ils l'ont pas. C'est pas qu'ils n'ont pas accès au crédit, les bailleurs sociaux. C'est qu'ils n'ont pas la partie aide de l'État, ils n'ont pas la partie aide des collectivités locales, et ils manquent de fonds propres. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à financer leur opération. Donc, du coup, ils ne vont pas emprunter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et donc, du coup, il reste de l'argent, et donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Peut-être qu'on pourrait aider les bailleurs sociaux à financer leur opération, comme ça on leur prêterait cet argent, et puis le livret A servirait à ce à quoi il doit servir, c'est-à-dire construire le logement social. Il y a des effets aussi au niveau des départements. Il y a, pour citer le Val-de-Marne, qui a décidé de moins financer des constructions de logements sociaux pour les communes qui avaient déjà un certain taux de logement social. Alors ça, c'est en effet un problème. Alors, faut rappeler que dans le plan de financement que je vous décrivais tout à l'heure, il y a donc pour 100 € de construction d'un logement social, il y a 15 € d'aide, de subvention directe. Sur ces 15 €, il y en a 10 qui viennent des collectivités locales et 5 qui viennent de l'État. Donc les collectivités locales, quand l'État fait des grands discours, l'État ou les gouvernements font des grands discours en disant « nous allons financer 125 000 logements sociaux l'année prochaine », en fait, ce n'est pas eux qui financent les logements sociaux, c'est la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux qui se financent eux-mêmes à hauteur de 15%, et les collectivités locales qui mettent 2 fois plus d'argent au pot que l'État. Donc, bon, ça c'était une parenthèse. Mais, en effet, ce discours-là, on l'a beaucoup entendu. Ce discours, on l'a entendu, alors il y a le Val-de-Marne, il y a la présidente de région qui, quand elle s'est fait élire, a dit « il faut arrêter de construire du logement très social là où il y en a trop ». Il y a le gouvernement, le dernier, puis celui d'avant également, qui a dit, au moment des émeutes notamment, il faut arrêter de construire du logement social là où il y en a trop. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ça. Le problème, c'est que dans ce cas, il faut continuer la phrase. Le reste de la phrase, c'est il faut construire du logement social là où il n'y en a pas. Le problème, c'est que ces gens-là ne finissent jamais la phrase et du coup disent juste il faut arrêter de construire là où il y en a trop. Donc les collectivités locales qui ont envie d'en construire, en fait, c'est celles qui en ont déjà. Et du coup, si on arrête d'en construire là où il y en a trop, mais qu'on n'en construit pas là où il n'y en a pas, à la fin, il n'y en a plus. Voilà. Donc, c'est tout. Il y a eu tout un débat à l'été qui, à mon avis, va revenir. Il y a eu un projet de loi qui a été présenté par l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui nous avait déjà produit un très jolie loi qui s'appelait la loi anti-squat, et qui a proposé un projet de loi qui s'appelait « Projet de loi pour le développement de l'offre de logements abordables ». Bon. Quand on lit l'intitulé du projet de loi, on se dit ils vont mettre le paquet sur le parc social parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé meilleur moyen pour faire du logement abordable que de financer les bailleurs sociaux. Il n'y a pas un mot sur le financement supplémentaire des bailleurs sociaux dans le projet de loi pour le développement de logements abordables. L'idée, c'est principalement de redonner des pouvoirs aux maires, et d'ouvrir ce qu'on appelle la loi SRU. Donc la loi SRU, c'est la loi qui oblige les communes à avoir un certain nombre, une part de logements sociaux, soit 20, soit 25% selon leur taille. Et l'idée de ce projet de loi, c'était de dire aux mauvais élèves de la loi SRU, c'est-à-dire ceux qui ne la respectaient pas, nul n'est censé ignorer la loi, donc ceux qui ne la respectent pas, on leur dit, pas de problème, en fait, on va modifier la loi.
Donc en fait, ce n'est pas 25% de logements sociaux que vous devrez construire, c'est 25% de logements sociaux, et vous pourrez inclure dans vos 25% de logements sociaux du logement intermédiaire. La définition la plus simple pour comprendre ce que c'est que du logement intermédiaire, c'est de dire c'est pas du logement social, puisqu'il s'appelle du logement intermédiaire. Donc c'est-à-dire on dit aux mauvais élèves, pas de problème, on ne vous force pas à respecter la loi. D'ailleurs, on va même modifier la loi pour vous permettre d'être un bon élève sans changer du tout votre comportement. Et donc ça participe à ce que vous décriviez. Juste un petit point sur le logement intermédiaire, parce que on a entendu beaucoup de choses ces derniers mois sur le logement intermédiaire, c'est la solution pour loger correctement les gens. Et notamment les travailleurs essentiels, les actifs, les classes moyennes. On a beaucoup entendu ça. Il faut faire du logement intermédiaire pour loger les classes moyennes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a 70% des gens qui sont éligibles aux logements sociaux. Bon. Donc, sauf à penser que les classes moyennes, c'est les 30% de ménages les plus riches, en fait, le logement social répond aux besoins en logement des classes moyennes. Il n'y a pas un type de logement sociaux. Il y a des logements très sociaux pour accueillir les ménages les plus pauvres. Ces logements très sociaux, ils sont assez fortement subventionnés par l'État, mais ils sont très peu nombreux. On en construit très peu, il y en a très peu en stock. Il y a des logements un peu moins sociaux, qui sont la majorité des logements sociaux qu'on construit, qui sont plutôt à destination des classes moyennes inférieures. Et eux, on en construit un peu, et il y en a pas mal en stock. Et puis, il y a des logements qui sont des logements beaucoup moins sociaux, qui en gros correspondent entre 50, donc entre la médiane de niveau de vie et les fameux 70%, donc qui touchent 20%. Donc les 20% de ménages les plus riches éligibles au logement social sont concernés par ces types de logements-là, qui sont très très peu subventionnés par l'État, qui demandent très très peu d'argent public. Ils demandent un peu de financement par le livret A, mais ça coûte pas grand-chose. Et eux, ils sont à destination des classes moyennes supérieures. Donc, dire le logement intermédiaire, donc casser la loi SRU, dire le logement social, bon, en fait, ils sont bien gentils, mais eux, ils vont loger les ménages les plus pauvres, et puis on va faire du logement intermédiaire pour loger les autres ménages, c'est mentir, parce qu'en réalité, les classes moyennes, les travailleurs essentiels, ils sont éligibles au parc social. Donc, ils n'ont pas vocation à aller dans du logement intermédiaire. Le principe du logement intermédiaire, c'est que c'est du logement plus cher que le logement social. Donc, ça veut dire qu'on dit aux gens, vous êtes éligible au logement social, mais en fait, on va vous proposer d'autres types de logements qui sont plus chers. Donc vous allez avoir des taux d'effort qui sont plus élevés, mais qui ne sont pas du logement social. Et en plus, les maires vont réussir à respecter la loi SRU en produisant ce type de logement plutôt que de développer du logement social. Donc bref, ce projet de loi, pour l'instant, a été abandonné. Je crains que certaines de ces dispositions soient remises sur la table sous peu, mais pour l'instant, on n'en est pas là. J'aurai l'occasion de revenir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Bon, bah super. Ben, merci beaucoup. Oui, à ce moment-là. Merci encore à Monsieur Madec pour avoir accepté notre invitation et pour son intervention. Et du coup, pour la prochaine conférence de l'Université populaire d'Arcueil, elle aura lieu le 5 novembre.